Manifestation de Gilets jaunes que l'on suit en direct tout l'après-midi sur LCI avec quelques points de tension. On le voit au plein cœur de Paris. Nous sommes à côté de l'Opéra Garnier, au centre de la capitale. C'est une manifestation qu'on le suit donc sur LCI. Puis plus largement, on va se poser cette question. Est-ce que les actions, coups de poing, vous le savez, se sont multipliées contre la réforme des retraites ces derniers jours? Est-ce qu'on assiste à un regain de tension dans la société française au vu également de ces images de cet après-midi? Question que l'on pose à nos éditorialistes, à nos invités cet après-midi donc sur notre plateau. Alexia Germont, bonjour, présidente du think tank La France Audacieuse. France Audacieuse. France, qu'ai-je dit? La France Audacieuse, et ça n'a rien à voir, France Audacieuse. Merci, France Audacieuse, sans l'article. Denis de Montpion, éditorialiste, bonjour. Bonjour. William Tay, président du think tank Le Millénaire, et Michel Taube, bonjour, fondateur de opinioninternationale.com. D'abord, un commentaire d'image, puisque c'est l'actualité du jour, avec cette nouvelle manifestation de Gilets jaunes qui sont encore dans la rue, avec quelques éléments perturbateurs. On a vu qu'ils se sont invités aussi dans les cortèges. Ce sont des images qu'on n'avait plus vues depuis un petit moment quand même. Non. Pour les Gilets jaunes. Pour les Gilets jaunes, tout à fait. Mais non depuis un petit moment, mais on savait très bien qu'il y a un foyer maintenant un peu plus radicalisé qui a véritablement pour objectif de continuer à montrer la présence dans le débat public. Alors la question qu'on doit se poser à la fin, pour l'instant c'est beaucoup trop tôt, c'est bien sûr la question du nombre de personnes qui sont dans la rue, même s'il n'y a pas beaucoup de... Il ne semble pas y avoir énormément de monde, mais c'est surtout, est-ce qu'on sera capable d'avoir un cortège qui, jusqu'au bout, ne dérivera pas? Parce que malheureusement, pour tous ceux qui suivent l'actualité et le débat public de très près, c'est la question que l'on doit manifestement se poser à la fin de chaque démonstration. Maintenant, oui, avec une pancarte, on l'a vu, contre la réforme des retraites, juste ici à l'image. Denis de Montpion. Sur les regains de violence et de tension, alors, écoutez, c'est pas... On ne va pas encore utiliser le mot violence, effectivement, on en est au début du cortège et pour l'instant il y a eu quelques petits accrochages, on va savoir raison garder, mais sur cette démonstration des Gilets jaunes qui sont un peu plus nombreux que les samedis précédents. Je pense qu'aujourd'hui, il y avait une volonté, en tout cas, d'une espèce de... Alors, le mot convergence a été beaucoup utilisé à tort et à travers, mais d'un rassemblement, en tout cas, de syndicalistes, de contestataires de cette réforme. Ils ne sont pas tous forcément syndiqués, d'ailleurs. Ils ne sont pas tous non plus encartés forcément à FO à la CGT, puisque... quand on observe les cortèges et qu'on s'y plonge, on voit qu'il y a des gens qui sont... vous avez des retraités, vous avez des gens, même du service public d'ailleurs. C'est moins voyant, parce qu'ils n'ont pas de banderole souvent, mais des gens des hôtels, des restaurants, etc., qui aussi protestent, parce qu'ils sont directement concernés. Ce type de manifestation un peu houleuse, en tout cas, j'allais dire, on y est presque habitué, puisque ça avait commencé, on s'en souvient, en décembre 2018, ça fait plus d'un an. Il y a eu des... On en est au 62e samedi, d'ailleurs. Voilà, donc, et sur les 62e, il faudrait compter le nombre de samedis où il y a eu des incidents, qui ont été très nombreux. Et on ne parle pas, évidemment, on ne parle que des manifestations plus ou moins déclarées, parce que les Gilets jaunes ont pour habitude d'organiser des manifestations spontanées. On s'aperçoit que de plus en plus, il y a des mouvements sporadiques qui se créent, et des violences, il y en a eu d'autres, dont on a moins parlé. Je pense à la nuit de la Saint-Sylvestre, où il y a eu dans des villes comme Annemasse, Saint-Dié dans les Vosges, Limoges, Strasbourg. Bon, j'allais dire c'est une habitude. Oui, mais enfin, il y a des voitures qui ont brûlé. Paris, dans le 18e, 19e arrondissement. Les Yvelines, un département soi-disant tranquille. Enfin, une ville comme Saint-Germain-en-Laye, il y a eu quelque chose comme 31 voitures qui ont brûlé. Les sapeurs-pompiers qui venaient éteindre les incendies se sont fait attaquer, caillasser. Les policiers qui sont arrivés en renfort également. Et assez curieusement, toute cette violence comme ça, latente, sourde, etc., évidemment, préoccupe beaucoup de gens, beaucoup de Français. Mais alors la violence, justement, vous dites elle devient préoccupante, mais elle commence à irriguer comme ça dans la société? En fait, plus que de la violence, moi je pense que ce que l'on voit depuis quelques jours, depuis maintenant 15 jours, c'est que le mouvement de contestation de la réforme des retraites est quand même en très forte décrue. Il y a de moins en moins de grévistes, notamment à la SNCF.
Et moi, je trouve qu'il y a une corrélation très forte entre la baisse du nombre de grévistes réels et la radicalisation, non pas tellement la violence, mais la radicalisation de ceux qui continuent à manifester et assurer le leadership de la contestation. Et si l'on voit le retour un petit peu des gilets jaunes, j'ai envie de dire la gilet jaunisation, alors le terme n'est pas très joli, mais la gilet jaunisation du contexte actuel, pour moi, signifie surtout la radicalisation des propos et des intentions. Parce que la réalité, c'est que les gilets jaunes qu'on voit aujourd'hui, ce ne sont pas les 100 000 ou 200, 300 000 gilets jaunes du début. C'est en fait la frange la plus à gauche, la plus gauchiste, la plus contestataire de quoi ? Pas uniquement du projet de réforme des retraites, la contestataire d'une société, contestataire d'un système dans lequel nous vivons et qui manifestement ne leur plaît pas et qu'ils ont envie de balayer comme ça, comme si on pouvait tirer une feuille de papier et ouvrir un nouveau cahier. Et donc c'est surtout ça auquel on assiste actuellement. Et je pense qu'il y a aussi une corrélation avec d'autres violences dont on va certainement parler, qui ont pu avoir lieu cette nuit, hier soir. On va y revenir. Sur les gilets jaunes, William Tay, pour vous, qui est encore dans la rue aujourd'hui ? C'est ce qu'a dit monsieur, c'est en fait il reste quasiment que les blocs anarchistes d'extrême gauche qui sont liés aux Black Blocs. C'est-à-dire qu'il en reste toujours quelques-uns, mais c'est-à-dire que le groupe majoritaire qui domine le mouvement est plus ce mouvement-là qu'on a vu notamment, et je mets le parallèle, après les annonces d'Emmanuel Macron du 7 décembre dernier, 2018. C'est-à-dire que et je fais le parallèle entre les deux, c'est-à-dire que quand Macron fait les annonces sur les 10 milliards d'euros à destination des Gilets jaunes, et là, cette semaine, fait l'annonce sur le retrait de l'âge pivot, on voit bien sur les deux mouvements, que ce soit les Gilets jaunes ou le mouvement des retraites, il y a une forme de radicalisation des deux côtés. C'est-à-dire qu'en fait, à partir du moment où une partie de la base a renoncé, soit à partir dans la rue le samedi pour les Gilets jaunes, soit à faire grève à la SNCF et à la RATP, en fait, il ne reste que les éléments les plus radicaux qui sont opposés jusqu'au bout à Emmanuel Macron et qui ne veulent pas discuter avec lui. Et le risque maintenant pour eux, c'est qu'on arrive à un tournant et il y a un risque qu'ils se fassent délégitimer le mouvement des retraites, comme les Gilets jaunes ont été délégitimés à partir de janvier 2019. Ça va trop loin. Ça peut aller trop loin. Et donc... c'est l'accumulation d'événements qui met la venue dans les meetings des personnalités LREM, Emmanuel Macron qui est obligé d'être évacué d'un théâtre. C'est pas bon pour leur image et c'est pas bon en termes de manifestation. Alors que jusqu'à maintenant, dans les sondages, ils restent majoritaires dans leur combat. Oui, alors justement, et sur les Gilets jaunes, juste pour revenir, parce que là encore ce sont les images qu'on commente cet après-midi, les revendications sont devenues extrêmement multiples. On a regardé là pour les appels à la mobilisation du jour, effectivement, il y avait des appels à la mobilisation contre la réforme des retraites, mais aussi pour l'écologie, pour la révolution, c'est un peu hétéroclite aujourd'hui. Oui, mais c'est pas étonnant parce qu'on voit bien qu'au fur et à mesure en fait, du développement du mouvement, chacun est venu apporter en fait sa revendication presque individuelle. Et c'est une des problématiques que nous avons aujourd'hui dans le débat public, c'est que ce qui tire normalement un pays, c'est la responsabilité collective, ce sont les projets collectifs aussi. Et on est, il me semble, aujourd'hui dans une société où on voit bien que les problématiques individuelles fondent finalement ce sentiment de ressentiment, justement. Et c'est toute la difficulté. C'est comment rassembler les ressentis individuels pour en faire une politique publique qui arrive à satisfaire le sentiment d'abandon, le sentiment également de ne pas être pris en considération. Parce que ça soit juste ou que ça soit juste un ressenti, ce qui est très clair, c'est que ce qui compte en bout de course et ce qui fait que les gens sont dans la rue, c'est ce sentiment qu'ils ont de distanciation finalement avec la représentation politique. Et c'est ce qu'on a vu aussi, juste pour en finir là-dessus, c'est ce qu'on a vu également, c'était d'ailleurs dans le discours d'Édouard Philippe, c'était assez intéressant là-dessus, c'est-à-dire la différence entre la démocratie politique et la démocratie sociale, les deux devant théoriquement fonctionner de concert pour arriver à avoir un sentiment d'appartenance collectif. Denis de Montpion, effectivement, est-ce que dans l'évolution des Gilets jaunes, est-ce que ce que l'on voit ici, c'est une forme beaucoup plus radicale ou il reste quand même des revendications qui restent légitimes ? Alors, écoutez, en tout cas, les Gilets jaunes qui ont quand même été absents en termes de prise de parole ces derniers temps, ils avaient eu gain de cause sur
l'annulation de l'augmentation de la CSG, sur les carburants, c'est reparti à la hausse. Mais c'est vrai que les violences là, réelles qui ont eu lieu, on se souvient de l'Arc de Triomphe, les Champs-Élysées saccagés par les Black Blocs aussi. À l'époque, on ne parlait pas d'ultra, de gilets jaunes ultra, comme l'avait fait un peu plus tard le préfet de police. Non, ce que ces mouvements démontrent bien, c'est que la gauche est orpheline, toute la gauche, en réalité. Bon, on voit de temps à autre Jean-Luc Mélenchon, on l'a vu lors de la dernière manifestation contre les retraites, on l'a vu à Amiens d'ailleurs, avec François Ruffin aussi, à se balader comme ça, mais son discours ne touche pas les gens, ne percute pas, comme disent les jeunes aujourd'hui, et donc véritablement, toute la gauche est absente du débat politique. Regardez le responsable du Parti Socialiste, Olivier Faure, il est absolument inaudible. Très curieusement, on l'a vu, c'est la seule là qui essaie de revenir, c'est Ségolène Royal, et qui peut-être peut encore, et c'est pas certain, fédérer un peu quelque chose à gauche. C'est parce qu'elle a une certaine légitimité, une expérience, elle s'est présentée à la présidentielle, etc. Et je pense qu'elle essaie un peu de ranimer la flamme. Mais tous les gens qu'on voit dans la rue aujourd'hui, on ne voit pas de personnalité qui se réclame de la droite dure ou l'extrême droite. Pourquoi ? Parce que sans rien faire, elle capitalise. Marine Le Pen, cette semaine, a annoncé sa candidature à la présidentielle. Et vous savez, depuis, c'est pas nouveau, depuis déjà une décennie, peut-être un peu plus, les présidents sont élus, non pas véritablement sur leur vision politique qu'ils auraient du pays, mais plus sur les fautes des adversaires. Par opposition. Voilà, c'est ça. Et on a vu ça avec Nicolas Sarkozy, qui se croyait là pour 10 ans. Je me souviens, quand il a été élu, au début, il pensait qu'il n'y aurait même pas besoin d'une deuxième élection pour qu'il passe 10 ans à l'Élysée. Et puis on a vu le résultat. François Hollande, n'en parlons plus. Il n'a même pas pu se représenter. Et Emmanuel Macron, aujourd'hui, est dans une situation un peu semblable. Il est un peu ferré, quoi. On voit bien toutes ces interventions. Il essaie de garder un discours de fermeté. Enfin, on sent un grand flottement, et qui plus est, chez les députés de La République En Marche ou même des ministres. Alexandre Malesson, vous suivez cette manifestation de Gilets jaunes. Pour nous, 62e samedi de mobilisation. Que se passe-t-il autour de vous ? Eh bien écoutez, pour l'instant, le calme est revenu dans cette manifestation. Il y a quelques minutes, quelques tensions avaient émergé en tête de cortège. Là, nous nous trouvons toujours en tête de ce cortège et comme je vous le disais, tout se passe plutôt normalement. Le calme est revenu. Il y a eu, il y a quelques minutes, donc des interventions des forces de l'ordre. La préfecture de police a d'ailleurs tweeté pour annoncer qu'une intervention avait eu lieu en tête de ce cortège parce que, selon eux, un bloc était en train de se constituer dans la manifestation et les forces de l'ordre sont donc intervenues pour disperser ce bloc. Pour l'instant, nous sommes arrêtés. Nous attendons pour repartir tout au long de ce parcours qui s'arrête et qui va se terminer gare de Lyon en fin d'après-midi. Merci beaucoup Alexandre, on reste avec vous donc tout l'après-midi pour suivre cette manifestation avec vous, avec donc ce défilé pour le moment qui se déroule dans le calme avec seulement quelques points de tension de ci, de là. Vous faisiez vous un lien directement, Michel Taube, avec les dernières actions qui ont été menées par des syndicalistes ou des militants ces derniers jours. Pourquoi vous y voyez un lien aussi clair ? Parce que je pense que les Gilets jaunes cristallisent les derniers des Gilets jaunes, parce qu'encore une fois, ils sont nettement moins nombreux qu'ils ne l'ont été au début du mouvement, même si aujourd'hui on peut constater qu'ils sont quand même nombreux. Je ne sais pas combien ils seront des nombreux, mais enfin il y a du monde dans les rues de Paris. Mais la réalité, c'est que les Gilets jaunes cristallisent quand même les revendications les plus extrémistes aujourd'hui qu'on peut entendre, parce qu'au-delà de la réforme des retraites, c'est encore une fois un rejet de la société. Vous posez tout à l'heure la question, la légitimité de leurs revendications. Mais quelle en est la légitimité ? Que représente-t-il, par exemple, dans un espace qui est quand même pas mineur dans notre pays, qui est la représentation politique ? On l'a vu aux dernières élections européennes, où malgré l'engagement très fort des leaders de la France insoumise,
aux côtés des Gilets jaunes, ils n'ont fait que 6% aux élections européennes. Et seule l'extrême droite en a profité électoralement. J'ai envie de dire, cette semaine, effectivement, il s'est passé deux choses. C'est qu'il y a une très forte, et pour moi c'est une corrélation vraiment importante, entre la baisse sur le terrain du nombre de grévistes à la SNCF et également à la RATP dans certains dépôts, notamment les dépôts de bus. Donc il y a une perte de vitesse du mouvement de grève sur le terrain contre la réforme des retraites, et certains désespérés qui voyant que le mouvement ne prend plus ou est en très forte décrue auprès de leurs confrères, de collègues de la SNCF et de la RATP, ont décidé d'utiliser une manière plus forte, en envahissant le siège de la CFDT, en s'en prenant, en utilisant des moyens d'expression qui, se disent-ils, vont leur donner un écho plus important, mais qui en fait est l'aveu d'un échec. La réalité, c'est que, n'en déplaise à ces contestataires, il semblerait bien que le projet de réforme des retraites va se faire. Il va être adopté en Conseil des ministres le 24 janvier. Certains syndicats, dont la CFDT, ont accepté une négociation. On retire l'âge pivot, mais on va quand même trouver un système de financement pour assurer l'équilibre de ce projet. Et donc, il y a une radicalisation de certains leaders des mouvements de grève. Et si on voit revenir les Gilets jaunes, certains Gilets jaunes, c'est parce que effectivement il y a une soudure idéologique, mais qui est une soudure idéologique, encore une fois, sur des idées, des propositions qui sont extrêmement minoritaires dans notre pays. Mais est-ce que c'est révélateur de l'état de la société aujourd'hui en France ? C'est-à-dire, est-ce que la société française est en train de davantage se fracturer chaque jour, chaque semaine ? Oui, c'est ce que dit Jérôme Fourquet dans l'Archipel français. En fait, la France... Oui, mais ça fait plus d'un an qu'on le dit, ça. Ça veut dire qu'on n'a pas réussi. Quand je dis on, c'est les pouvoirs publics, c'est la société n'a pas réussi à rectifier le tir. Non, mais en fait, ça date depuis 73 et 79, c'est les deux chocs pétroliers. On a une fracture qui est sociale, c'est ce qu'a dit Marcel Gauchet, Emmanuel Todd, qui explique la différence de revenus, etc. Une fracture qui est territoriale, qui est décrite par Christophe Guilluy. Une fracture identitaire, ça veut dire aujourd'hui c'est difficile de définir qu'est-ce que c'est qu'être français dans la mondialisation et dans la construction européenne. Est-ce qu'on est plus européen que français ? Est-ce qu'on est plus local, breton ou corse que français ? C'est difficile de situer le bon niveau. Et en fait, il y a une dernière fracture qui est une fracture démocratique, qui est liée à l'impuissance de l'État, symbolisé par Lionel Jospin quand il disait « en matière de chômage, l'État a tout fait ». Et donc en fait, comme l'État est attaqué par le bas, par les collectivités territoriales, qu'il a perdu une partie de ses compétences, et par le haut, par l'Union européenne, et du coup, mais en fait les personnes qui sont là-dedans, en fait, sont victimes d'une ou plusieurs fractures. Mais c'est pour ça qu'on n'a pas de cohérence. Il n'y a pas une seule fracture comme en 95 avec la fracture sociale de Marcel Gauchet, auquel les gens se réunissaient derrière Jacques Chirac. C'est les fractures. Mais en fait, les fractures sont différentes en fonction des personnes. Donc en fait, les personnes manifestent dans un lieu commun, vous arrivez à des revendications avec qui sont totalement avec différentes. votre fracture individuelle, une somme de fractures individuelles. Et donc en fait, on a dépassé ce que voulait Rousseau. Ça veut dire qu'on n'est plus dans une volonté de pays unitaire, d'unité générale, mais on est plutôt, et on le voit par exemple pour la réforme des retraites, Emmanuel Macron qui doit faire face à des intérêts catégoriels ou individuels. Il doit négocier avec les pilotes, avec les avocats, avec les cheminots, avec les chauffeurs de RATP ou je sais quelle nouvelle catégorie. Pour la cohésion nationale, c'est peine perdue alors ? En tout cas, il y a deux questions qui sont liées. C'est est-ce qu'on doit changer la prise de décision, l'élaboration d'une politique publique ? Et la deuxième question, c'est est-ce que pendant plusieurs années, on a voté pour un bon projet ? Oui, c'est une juste analyse. Je rajouterais quand même que Emmanuel Macron lui-même, lorsqu'il s'est adressé depuis le porte-avions Charles de Gaulle, avait lui-même reconnu que ça... Donc ça, c'était juste avant le début du mouvement des Gilets jaunes, octobre 2018. Tout à fait. Et il disait, je reconnais que je n'ai pas réussi à retisser le lien avec les Français en matière, en tout cas, de politique. Donc on parlait de fractures de diverses natures, mais il y a évidemment la fracture politique, la fracture avec la classe dirigeante, on va dire au sens large. Je rajouterais qu'on peut avoir une crainte, c'est pas qu'on veuille faire du catastrophisme du tout, mais je crois que notre rôle, c'est aussi de savoir utiliser la bonne sémantique. C'est que quand on voit l'ensemble de ces actions, très éparses, mais qui ont une même revendication dans le fond, ce même sentiment de mal-être, je crois qu'on arrive à un moment où on est avec un risque d'irresponsabilité démocratique.
Je sais que c'est assez fort de dire ça, mais parce que on a à la fois la démocratie politique qui est en souffrance, on a la démocratie sociale qui est également en souffrance. On le voit avec cette disjonction entre les têtes, les organisations syndicales et puis la base. Ça fait de nombreuses semaines que l'on dit, que l'on attire l'attention sur le fait que même s'il y a des accords qui sont passés entre le gouvernement et les organisations syndicales, on peut craindre qu'il y ait finalement une distanciation de la base, et on voit bien que malheureusement on nous donne plutôt raison aujourd'hui. Et cette irresponsabilité démocratique, pourquoi j'utilise ce mot assez fort? Parce qu'on voit bien que ces actions, en fait, ce sont des actions symboliques. Et aller vers ce type d'action, c'est refuser les règles du jeu démocratique qui sont censées être notre lien à tous. Quand Olivier Faure, que j'entendais aujourd'hui, je crois peut-être sur votre plateau d'ailleurs à un moment, faire un procès en illégitimité à Emmanuel Macron, pardonnez l'expression, mais c'est quand même un peu fort de café. Parce que on ne peut que regretter dans le débat public aujourd'hui l'absence d'organisation de la gauche. Parce que finalement, ce dont on se rend compte, c'est que l'ancien monde n'a pas été remplacé par un nouveau monde. Ce n'est pas vrai. Était-ce même une bonne idée ? On peut parfois en douter. Il y a des choses sur lesquelles ce sont de bonnes avancées, mais il y en a d'autres sur lesquelles également, par exemple, la façon de savoir faire une réforme, ce sont des choses qui ont aussi des techniques. Et ce nouveau monde, c'est vrai que lancer a priori une réforme de très grande ampleur au mois de décembre, est-ce que les gouvernants de l'ancien monde auraient fait ce pari-là ? Peut-être pas. Peut-être qu'ils l'auraient fait au mois de juin, parce qu'on sait que très traditionnellement, au mois de juillet et au mois d'août, il y a plus de chances que ça puisse un peu s'étioler. Donc on voit bien que quand même tout le référentiel du nouveau monde n'est pas suffisant à garder la colonne vertébrale commune de ce qui fait une nation. Et c'est ça que je trouve inquiétant. Oui. Michel Taube, vous voulez... Non, moi je voulais introduire une nuance à ce que dit Alexia Germont. Il n'y a pas de nouveau monde, mais il y a une nouvelle équipe qui gouverne le pays. Et il y a de nouveaux parlementaires qui sont arrivés à l'Assemblée nationale, qui ont quand même profondément rajeuni le personnel politique, n'en déplaise aux anciens du Parti socialiste et des Républicains, qui ont, eux, effectivement, beaucoup de mal à se renouveler, Et je suis d'accord que cette nouvelle équipe qui est arrivée au pouvoir a eu à plusieurs reprises du mal à gérer des situations de crise. Peut-être parce qu'elle est trop jeune, peut-être parce que Emmanuel Macron lui-même, qui n'a finalement jamais fait de la politique, il n'a jamais été élu local, il n'a jamais été confronté de lui-même à des échecs qui lui auraient apporté l'expérience à gérer des situations de crise. On en avait eu un avant-goût avec l'affaire Benalla, on en a eu une deuxième étape avec la crise des Gilets jaunes, que le pouvoir a mis du temps à gérer, à mesurer et à gérer. Et on le revoit avec la réforme des retraites, où le pouvoir a du mal à effectivement adopter une méthode de consensus, une méthode douce pour arriver à faire passer son projet sans mettre le pays à feu et à sang. Et c'est vrai que c'est plus sur la méthodologie, à mon avis, que le pouvoir a péché ces derniers mois, que dans son intention qu'on ne peut pas lui reprocher. Il en avait annoncé la couleur avant d'être élu, de réformer le pays et d'introduire des réformes. Et la réforme des retraites, encore une fois, n'en déplaise aux grévistes aujourd'hui ou aux manifestants Gilets jaunes, c'est une réforme qui a été dans l'essentiel annoncée, qui est une réforme qui est courageuse, qui est audacieuse, qui d'ailleurs au départ satisfaisait plutôt le pilier gauche de la Macronie, parce que l'idée d'un système universel contre 42 régimes spéciaux corporatistes qui avaient dévié largement le sens qui au départ avait été celui du Conseil national de la résistance, de mettre en place un système de répartition, mais qui a été largement dévié par des corporatismes qui ont réussi à construire certains droits ou certains privilèges selon le point de vue par lequel on le voit. Donc au départ, c'était un projet qui était plutôt intéressant, qui était clairement annoncé, mais dont la méthodologie, effectivement, a eu du mal à le faire passer. Enfin, je note quand même que pour le moment, Édouard Philippe et Emmanuel Macron sont plutôt en train de réussir leur pari,
de faire passer cette retraite. On verra le résultat. On verra le résultat. En ayant quand même beaucoup vidé. Oui, mais le paroxysme de la crise, à mon avis, est passé. Oui, mais à quel prix? Et que le gouvernement... À quel prix? D'autant que c'est vrai que Emmanuel Macron avait annoncé sa volonté de réformer les retraites. Mais vous savez que le diable est toujours dans les détails. Et quand les Français ont découvert les détails, ils se sont aperçus qu'en effet, ils devraient passer à la caisse et que ce serait douloureux. Et peut-être aurait-il dû être plus clair et surtout présenter un projet plus en accord avec les corps intermédiaires qu'il a négligé depuis son élection. Donc il a été fautif de ce point de vue-là, quoi. Et puis sur la réforme des retraites, elle était annoncée, il avait juste annoncé qu'il voulait passer à un système à points, un système qui était universel. Tous les détails en fait ont été occultés. C'est au moment où ils ont été révélés que les manifestations sont petit à petit lancées. Alors que les gilets jaunes, dont vous le voyez, sont dans la rue, là en l'occurrence à Paris, Alexandre Malesson, avec un nouveau point de tension visiblement. Oui, exactement. Les forces de l'ordre sont prises à partie par plusieurs manifestants et dans plusieurs côtés, on les retrouve donc en train de se protéger. Ils reçoivent quelques projectiles et on voit les manifestants qui sont en train de s'énerver contre les forces de l'ordre qui essayent de leur montrer leur colère. Pour l'instant, les forces de l'ordre et les manifestants sont donc en train de discuter. Les forces de l'ordre commencent donc à se replier un peu. Pour l'instant, l'heure semble à la discussion après quelques petites tensions il y a quelques secondes maintenant. Un mot juste sur le parcours, Alexandre, puisque vous le suivez pour nous, pour LCI cet après-midi. C'est cette manifestation qui a été déclarée du côté des Gilets jaunes. Il s'agit d'une manifestation autorisée. Écoutez, pour l'instant, c'est une manifestation dont le parcours avait bien été donné à la préfecture de police. Et le parcours avait bien été donné. C'est toute l'information que j'ai pour l'instant. Merci beaucoup, Alexandre Malesson, dans les rues de Paris cet après-midi, donc avec Frédéric Dufour, que l'on suit en direct sur LCI. 62e samedi de mobilisation des Gilets jaunes. Pourquoi est-ce que vous pensez que ce samedi, parce qu'on l'avait su à l'avance, que ce samedi serait sans doute un peu plus fourni que les précédents? Ça avait été annoncé, la préfecture de police s'était préparée. Est-ce que c'est parce que c'est motivé par le contexte social dont on parlait tout à l'heure, notamment sur la réforme des retraites? En fait, c'est à peu près la semaine clé pour la réforme des retraites. C'est-à-dire que on prenait le parallèle avec les Gilets jaunes l'année dernière avec la question des annonces. Là, c'est un peu le retrait de l'âge pivot. La question, c'est est-ce que le retrait de l'âge pivot va entraîner la fin de la grève? On a vu qu'il y avait une chute de la mobilisation, notamment à la RATP, SNCF et dans le corps de la fonction publique. La question, c'est comment maintenant les grévistes, s'ils veulent reprendre la main, puissent reprendre la main pour s'opposer à la réforme des retraites. Ils ont contesté, donc Laurent Berger avait contesté l'âge pivot et la CGT demandait plutôt le retrait de la réforme complète. Mais maintenant, c'est quels sont leurs arguments pour faire face à Macron. Macron a pour l'instant repris la main sur le sujet et au prix de... On n'a toujours pas le coût de la réforme, c'est entre 20 et 60 milliards d'euros. Donc c'est assez conséquent. Mais il faut que la CGT, si elle souhaite reprendre la main dessus, déjà remettre la main et pour qu'il y ait moins de violence, parce que sinon ils vont perdre la bataille de l'opinion publique, et puis essayer de trouver une nouvelle forme, en tout cas de nouveaux arguments, pour essayer de contrer la réforme des retraites. Ouais, avec donc ces Gilets jaunes, vous y voyez un lien ou pas? Oui, parce que chacun a besoin... Peut-être on attend les chiffres, bien évidemment, mais il y a... On voit bien qu'il y a plus de monde que les samedis précédents. Oui, j'y vois un lien parce qu'il ne faut pas oublier que chacun a besoin d'exister dans la cartographie politique aujourd'hui, une cartographie sociale. Donc c'est logique qu'après des périodes où il y ait eu une baisse finalement de la motivation des troupes, au bout d'un moment, vous essayez de concentrer vos efforts pour apparaître un peu plus nombreux, parce qu'il vaut mieux ne pas défiler que de défiler de façon quasiment vide quelque part. Donc aujourd'hui, c'est important. À une semaine du moment où le projet de réforme sur les retraites va être présenté. Je ne suis pas tout à fait d'accord avec l'analyse faite par Michel Taube, oui, sur le fait que la réforme passe presque comme sans encombre. Je crois que c'est une vision... Oui, non, mais c'est une vision... 6 semaines de grève. 6 semaines, voilà. 6 semaines... J'ai dit que la méthode était problématique. La méthode est problématique, mais au-delà de ça, moi, ce que je retiens surtout, c'est qu'il y a eu un certain nombre... On a vidé
pour parler clair, on a quand même vidé la réforme de sa substance en ayant un certain nombre de discussions bilatérales qui justement aussi, ça reboucle sur la première réflexion que nous avions. Le fait même d'organiser des réunions bilatérales comme ça vient quelque part affaiblir la notion de collectivité. Au-delà du système universel, ça veut dire que vous prenez des catégories sociales et vous traitez catégorie sociale par catégorie sociale. Je ne suis pas certaine qu'à terme, ça ne soit pas une méthode de travail que nous venions payer pour la cohésion finalement nationale. Sachant que sur l'âge pivot, comme toujours, c'est pour ça que la méthode du référendum n'est pas adaptée comme la méthode du référendum que propose le Rassemblement national ne peut évidemment pas être adapté à un sujet de ce type, parce que ce qui fait la beauté de la politique ou de l'action politique en tout cas, c'est la complexité. Et en l'occurrence, on voit bien que sur le retrait là de l'âge pivot, ce n'est pas tout à fait un retrait de l'âge pivot. Qu'est-ce qu'on a dit? On a dit qu'il fallait absolument donner les moyens aux partenaires sociaux d'arriver à trouver le moyen de financement, mais quand on lit très précisément ce que nous avons tous fait autour de cette table, la lettre d'Édouard Philippe, on voit bien qu'en paragraphe 7 et en paragraphe 8, qu'est-ce qu'il dit à la fin? Il dit, mais si vous ne vous mettez pas d'accord, moi, par ordonnance, voilà, je remets un âge pivot. Exactement. Bon. Michel Thaume? Non, j'ai pas dit que... Évidemment que ça se passe mal et qu'on a le record historique d'une grève dans les transports publics dans notre pays. Mais je disais avant que la crise avait atteint probablement son paroxysme sur le plan des grévistes demandant le retrait du projet de loi de réforme des retraites. Parce qu'effectivement, il y a eu en décembre une très très forte mobilisation. On a perdu 15 jours avec la trêve de Noël qui n'a pas eu lieu et qui a permis aux syndicats de mener un peu la danse. Pendant 15 jours, le gouvernement était quand même très absent des plateaux de télévision et les syndicalistes, Philippe Martinez en tête, étaient extrêmement présents. Et tout le monde attendait la reprise du mois de janvier. Semaine du 6-7 janvier, avec d'un côté la reprise des discussions, non pas tellement catégorie par catégorie, mais plutôt thème par thème. Il y a eu des discussions sur la pénibilité, il y a eu des discussions qui ont commencé sur le mode de financement. Catégorie, c'était fin 2019. On a fini, voilà. On a bouclé avant la trêve. Mais à partir de janvier, ce que le gouvernement a proposé, c'est des discussions sur les différentes dimensions du projet de réforme des retraites que les syndicats ont accepté. Alors je note que Philippe Martinez, au plus fort de la crise, a accepté quand même de venir discuter et de rencontrer le gouvernement, ce qui moi m'a paru totalement contradictoire par rapport à son discours de dire on veut avant tout le retrait du projet de réforme. Enfin bon, passons. Non, après, il y a effectivement un contexte de crise sociale majeure, au point où même des syndicats comme la CFDT et l'UNSA sont quasiment brisés en deux. Parce qu'entre la direction de ces syndicats qui a réussi à garder le contact avec le gouvernement et à s'entendre sur un compromis et leur base, qui les ont quand même à plusieurs reprises déjugés. Lorsque Laurent Berger a appelé à la trêve de Noël le 19 décembre, sa base a dit non, on maintient la grève. Donc il y a des risques évidemment aussi au niveau de la démocratie sociale. Ce qui est intéressant, c'est que tout à l'heure vous disiez que le gouvernement est en passe de réussir son pari sur la réforme des retraites. Et là, le plateau a réagi, c'est pas forcément les avis partagés. Est-ce que le gouvernement est en train effectivement Alors moi j'aimerais dire pourquoi je pense que c'est... Alors vous le dites et après on va faire réagir. Avant qu'il me démente, c'est que... C'est les faits effectivement, qui vous démentir. Non, parce que pour le moment les faits, c'est que le nombre de grévistes a considérablement baissé. C'est-à-dire que le front du refus de ce projet, qui était extrêmement dynamique, extrêmement fort, et qui avait le soutien en bonne partie de l'opinion publique, s'est traduit début janvier. Tout le monde s'attendait à ce qu'après les vacances de Noël, les grévistes repartent en très grand nombre à la SNCF, à la RATP. La réalité, c'est le contraire qui s'est passé. Depuis 15 jours, le nombre de grévistes a considérablement baissé. Donc effectivement, les principaux opposants au projet de réforme ne sont plus trop présents. On les voit dans certaines manifestations, on voit Philippe Martinez, mais la réalité, c'est que le gouvernement n'a plus en face de lui des opposants aussi puissants qu'il ne l'était au mois de décembre. Et donc c'est pour ça que je pense qu'effectivement, le gouvernement est en train de réussir son pari, parce qu'il y a eu une usure sur le terrain du nombre de grévistes, et parce que aussi, il y a un nouveau volet qui va commencer.
et qui est quelque part ce qu'attendait, espérait obtenir le gouvernement, c'est qu'on va rentrer dans le processus parlementaire. Et là, les débats seront peut-être au sein de l'hémicycle. Voilà, et qui est donc un processus normal, enfin normal, j'ai envie de dire, de règlement d'un conflit, et qui va permettre effectivement d'ajuster le projet, mais probablement de le voir adopter. Et on risque d'avoir dans les semaines qui viennent deux légitimités qui s'affrontent d'ailleurs depuis le début, la légitimité de la rue contre la légitimité des corps constitués et qui vont se retrouver à l'Assemblée nationale et dans les discussions parallèles entre syndicats. Est-ce que le gouvernement est en train de réussir son pari sur la réforme des retraites? Vous allez nous dire tous ce que vous en pensez, en tout cas regardez donc ces images. On le rappelle, donc les Gilets jaunes sont de nouveau dans la rue cet après-midi avec ce défilé parisien. Nous sommes ici, là sur ces images juste avant, c'était la tête de cortège. Alors, la réforme des retraites, c'est gagné ou pas pour le gouvernement selon vous? Alors, je ne voudrais pas heurter mon voisin, mais dans son optimisme. On est là pour débattre. La messe n'est pas dite. C'est vrai que plane toujours cette épée de Damoclès qui est le retour de l'âge pivot, car on a dit un peu vite qu'il y avait un retrait. Enfin, c'est le mot le plus bien important, c'est provisoire quand même. Hein. Et il est vrai qu'il faut trouver à financer ce projet de loi. Donc, c'était une manière de ramener dans le jeu les syndicats dits réformistes, CFDT, UNSA, mais eux aussi sont confrontés à une base qui renacle. Donc la marge est très étroite, y compris pour eux. D'autant que dans la lettre au syndicat du Premier ministre, il était très clair qu'il n'était question ni de diminuer les pensions, ni d'augmenter les cotisations. Notamment les cotisations patronales. Donc, que reste-t-il? Le retour à l'âge pivot ou puiser dans le fonds de réserve qui avait été créé du temps de Lionel Jospin, si j'ai bonne mémoire. Mais c'est pareil, ce fonds de réserve, peuvent-ils l'épuiser à, comment dirais-je, compenser les manques à gagner qu'ils n'auront pas par ailleurs? En réalité, il y a une chose qui n'échappe pas ni aux professions libérales qui sont aujourd'hui dans la rue, car on parle des avocats qui font des coups d'éclat un peu voyants, etc. Mais tout le personnel hospitalier, quand même, est en grève à tour de rôle, et depuis longtemps. Depuis très longtemps. Ça va faire presque un an, c'était au printemps que ça a commencé. Il y a quand même des établissements qui sont en grande difficulté pour tourner. Donc on l'oublie trop. Vous voyez, on a des images toujours les mêmes, les cheminots, la RATP, etc. Mais il y a toute une catégorie de la population qui est remontée contre ce projet. Pourquoi? Parce que ils ont bien compris que leurs caisses, qui sont parfois bénéficiaires, il y aura une contestation. Pour la contestation, mais ça veut dire que le texte arrive en Conseil des ministres vendredi. Après, effectivement, il sera au Parlement. Vous pensez qu'il peut ne pas aboutir ou pas? Alors, écoutez, mais dans quelle forme sortira-t-il? Puisqu'il est présenté en Conseil des ministres le 17 février à l'Assemblée nationale. Ça va durer quelque temps. Et comment peut-on adopter un projet alors que toute une partie ne sera validée qu'en avril. Étude d'impact économique, on ne sait pas comment ça va être financé, puisque les discussions avec les représentants patronaux et syndicaux se poursuivront jusqu'à fin avril. Il y a quelque chose de nouveau alors je ne sais pas si c'est ça le nouveau monde d'interférence finalement. Mais enfin, c'est quand même du jamais vu. C'est du jamais vu, mais ça a été accepté, par exemple, par la CFDT, qui n'est pas bien sûr, mais n'importe quel partenaire. Vous savez bien aussi qu'on a vu dans le passé des lois adoptées et ensuite qui étaient abrogées ou jamais appliquées. Ça s'est vu. Alors, William Tay. Sur la réforme des retraites, en fait, là où Macron a réussi, lors de ses vœux du 31 décembre, c'est qu'on sait à peu près qu'il y aura une réforme des retraites. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, et c'est pour ça qu'il y a une baisse de la mobilisation, parce que leur message n'est plus porteur au niveau de la CGT, c'est qu'il y a eu un tournant, on sait qu'il y aura une réforme des retraites, on ne sait pas dans quel état, mais on sait qu'il y aura une réforme des retraites et qu'on n'aura jamais le retrait complet, avec notamment au moins 2 piliers qui seront certains, le système à points et la suppression des régimes spéciaux. On ne sait pas exactement en quelle année, mais il y aura une suppression des régimes spéciaux. Là où Macron, par contre, est en train d'échouer, c'est sur le côté de séduction de la droite. Parce que la réforme va coûter plus cher que ce qu'elle rapporte. On c'est quasiment sûr, c'est qu'on estime aujourd'hui que ça coûte à minima 30 milliards d'euros minimum pour mettre en place une réforme des retraites, alors que normalement la réforme des retraites a été faite pour rapporter de l'argent.
C'est-à-dire qu'il a creusé l'écart de 43 milliards en moins de 2 semaines. C'était pas ce qu'il voulait, c'était pas ce qu'il disait. Pas ce qu'il voulait, mais en tout cas, la réforme des retraites, telle que présentée par Édouard Philippe au Conseil économique, social et environnemental, c'était pas présenté comme ça. C'est ça. Voilà. Le deuxième point, c'est que dans sa capacité réformatrice, là où Emmanuel Macron avait plutôt réussi avec les ordonnances travail et la directive sur la SNCF ou la réforme assurance chômage, là, on sait à peu près qu'Emmanuel Macron maintenant est plutôt retourné dans une synthèse un peu molle, c'est-à-dire dans une pratique plutôt hollandaise du pouvoir, et qu'il est en train plutôt d'essayer de négocier avec tous les partenaires plutôt qu'à poser une verticalité qui a pourtant fait son succès et qui a été confirmée aux élections européennes parce qu'il arrive quand même deuxième dans l'État, dans un contexte où les Gilets jaunes étaient très présents. Et aujourd'hui, est-ce que Emmanuel Macron sera en capacité, oui, de passer son texte, mais il sera en capacité de se représenter en 2022 et avoir l'électorat de droite, en sachant que l'électorat de gauche ne reviendra pas vers lui. Allez, l'avis d'Alexia Germont dans une minute, mais on suit donc encore une fois en direct la mobilisation des Gilets jaunes cet après-midi à Paris. Charline Nurel, vous êtes en tête de cortège. Comment se passe cette manifestation ? Eh bien, écoutez, une manifestation un cortège qui marche dans le calme. Mais ici, en tête de cortège, nous avons des profils assez divers. Nous avons à la fois des retraités, des jeunes, des personnes qui nous disent qu'ils sont assez inquiets pour leur avenir. Et puis aussi, nous avons des mères de famille, des gilets jaunes irréductibles, les premiers qui étaient déjà sur les ronds-points. Vous voyez, un cortège assez hétérogène et tous ici, en tout cas, pour dénoncer deux choses. On le voit tout à l'heure depuis dans les slogans. D'une part, la politique menée par Emmanuel Macron, et puis de l'autre, beaucoup de slogans aussi qui visent les policiers, puisque nous le savons, il y a dans les dernières manifestations beaucoup eu de tensions, donc des manifestants en tout cas qui nous le disent depuis tout à l'heure qu'ils sont là, eux, pour manifester dans le calme, pour marcher dans le calme, puisque selon eux, ce sera la seule manière de faire entendre leur colère au gouvernement. Et évidemment, il y a un mot aussi qui revient ici dans les bouches, c'est la réforme des retraites. Et même si le gouvernement concède sur l'âge pivot, ils nous le disent ici, ils sont prêts à aller jusqu'au bout et à mener ce combat jusqu'au bout. Merci beaucoup Charline avec ces images d'Adrien Acco. Effectivement, c'est peut-être important, on parlait de cette réforme de retraite, est-ce que le gouvernement est en train, oui ou non, de réussir son pari? Mais il y a cette version des manifestants, c'est-à-dire que maintenant il faut se faire entendre, il ne faut pas qu'on nous oublie. Et c'est logique puisqu'il y a un nouveau cycle de débat qui est un cycle social qui s'ouvre avec la conférence sur le financement. Et quand on dit qu'on va rentrer à nouveau dans quelque chose de plus connu, de plus bordé, qui est effectivement la discussion parlementaire, certes, mais qui peut croire que les députés LAREM, même ceux qui ne sont pas forcément d'accord, parce qu'il y a eu des voix dissonantes qui se sont quand même exprimées sur certains plateaux de télévision, qui peut croire que ces députés vont réussir à faire amender et à reprendre leur liberté de parole dans un contexte où on sait que c'est plutôt une marche d'ensemble à l'Assemblée nationale. Donc il y aura la possibilité peut-être pour le Sénat, où on sait bien que l'approche est différente, de faire un certain nombre, de proposer un certain nombre d'amendements du texte, mais avec finalement cette complication institutionnelle à gérer, qui est l'absence donc d'études d'impact qui a été faite, d'une part, donc ça veut dire quand même le flou sur le montant en bout de course, le coût de cette réforme, et puis la négociation en parallèle sur le mode de financement. Donc tout ça rentre dans un faux processus finalement de classique discussion parlementaire, si on dit les choses réellement. Et pour bien répondre à votre question, c'est pas de savoir finalement si ils vont arriver au bout du processus, mais c'est de savoir ce qu'il va y avoir dans le texte. Oui. C'est le contenu et non pas le contenant qui est intéressant dans le débat. Et quand on voit, par exemple, vous évoquiez la question des réserves, c'est un sujet extrêmement intéressant parce qu'on voit bien que là, c'était déjà très compliqué pour les citoyens que nous sommes d'arriver à comprendre ce que voulait faire le gouvernement, parce que vous aviez l'aile gauche du gouvernement qui mettait en avant le projet de justice sociale avec le fait qu'on garde ce système de répartition, et puis quand vous parliez à l'aile droite du gouvernement, il mettait en avant le fait qu'on passait à un système par points, qui est quelque chose de plus traditionnellement prôné par le centre droit et bien sûr par la CFDT. Donc aujourd'hui, on se retrouve finalement à travers le mode de financement à une étape encore plus complexe à expliquer. Pourquoi ? Parce qu'on sait
en gros, le corps a été extrêmement clair là-dessus. On sait qu'en gros, vous avez 325 milliards pour financer les retraites. Voilà, c'est ce que ça coûte par année. Vous savez que le total des réserves, c'est en gros 125, 126, 127 milliards. 36 milliards. Non, le fonds de réserve des retraites, c'est 30 milliards, 36 milliards. Mais quand vous regardez le rapport du corps, il vous confirme, notamment avec les chiffres de la CADES, où on voit bien qu'avec ce que vous voulez mettre en place, c'est-à-dire, enfin quand je dis ce que vous voulez mettre en place, pardon, ce que vous exprimez, c'est-à-dire que si on ne touche pas aux cotisations et si on ne touche pas en même temps au niveau des retraites, vous n'avez que peu de marge de manœuvre, c'est-à-dire soit l'âge pivot, soit éventuellement, justement, les questions de CSG et de CRDS. Donc, on va rentrer dans une étape de la discussion et d'explication encore plus technique. Donc, on a adoré la saison 1, la saison 2 va être encore un peu plus corsée, alors. Préparez-vous. Ouais. Mais ça veut dire que la contestation, possiblement, aussi pourrait continuer. Ça veut dire que le gouvernement traîne cette réforme de retraite jusqu'à au moins avril. Bien sûr. Jusqu'après les municipales, en fait. Après les municipales. Oui, même jusqu'à juin, puisque le processus parlementaire va mettre du temps. Et je crois que c'est le Premier ministre ou le Président de la République qui avait annoncé, le Premier ministre, qu'il se donnait jusqu'à l'été pour l'adoption définitive du projet de loi et qu'on passe à autre chose, j'ai envie de dire. Et c'est vrai qu'encore une fois, il va y avoir deux légitimités qui vont s'affronter. Enfin, selon moi, il n'y en a qu'une, mais enfin, la réalité, c'est qu'il y en a deux. C'est la légitimité parlementaire politique classique, à laquelle, effectivement, on va voir maintenant un peu toutes les forces politiques s'exprimer davantage de façon cohérente, argumentée, et effectivement, que ce soit à l'Assemblée nationale, mais aussi beaucoup au Sénat, dont la majorité n'est pas macronienne, et de l'autre, les syndicats, CGT, Force ouvrière et autres, qui vont continuer certainement à manifester près de l'Assemblée nationale, vont peut-être utiliser d'autres modes de contestation, mais qui sont quand même largement en perte de vitesse. Et puis quand même, il faut quand même rappeler, on est dans un état de droit. Il faut quand même dire les choses, on est dans un état de droit. Il y a quand même des règles, des processus de règlement des conflits et des oppositions où quand même il faut laisser le dernier mot à ceux que nous avons élus. Donc il y a quand même là, et c'est aussi tout ce qui s'est joué ces dernières semaines, et encore une fois la radicalisation et un peu de violence, mais surtout la radicalisation du discours des manifestants. Encore une fois, ce n'est pas eux qui font les décisions de la France, ce n'est pas à eux de dire comment le pays doit être gouverné. Ou alors on veut autre chose, on tombe dans l'anarchie et dans un autre monde. Donc là, on va effectivement, quand je disais que le gouvernement est en train de réussir son pari, c'est dans le sens où il arrive enfin à le faire amener sur le plan où il aurait dû peut-être venir plus tôt, celui de la discussion parlementaire, pour au final avoir un projet de loi qui, à mon avis, ne sera pas si différent que ce que le gouvernement voulait en l'annonçant le 11 décembre au Conseil économique, social et environnemental, son projet Édouard Philippe, parce que sur le point le plus conflictuel, qui a été celui de l'âge pivot, et comme Alexia Germont l'a rappelé, c'est le paragraphe 8 de la lettre du Premier ministre, il fixe clairement le cadre. Et c'est vrai que la marge de manœuvre laissée par l'exécutif est très faible. Il garde la possibilité à tout moment, ou plus exactement fin avril, de réintroduire un mode de financement qui est celui que voulait initialement le gouvernement. Et effectivement, il n'y a pas 36 solutions, il n'y en a que 3. Baisser les pensions, évidemment, personne ne le veut. Augmenter les cotisations patronales, le gouvernement a dit non. Ça ne se fera pas. Donc la réalité, c'est qu'il n'y aura pas, il y aura peut-être pas d'âge pivot à 64 ans, mais il y aura ce qu'a dit Emmanuel Macron en marge de ses vœux à la presse mercredi à l'Élysée. Il y aura 64 millions d'âge pivot qui vont être proposés, ce qui est une formule très importante parce que moi j'avais dit à un moment donné, il y aura 64 millions de régimes spéciaux. Mais la réalité, c'est que une des grandes innovations de ce projet, certains y sont totalement contre, mais c'est pour moi une vraie petite révolution, c'est qu'il y a une individualisation des parcours. Alors ça ne plaît pas à tous les partisans de logique plus collective, voire collectiviste, mais la réalité, c'est ça la révolution du projet de réforme des retraites. Et cette dimension-là, on va y aller,
Et à mon avis, elle va passer au final au Parlement. Il y a la contestation syndicale, on l'a vu donc encore ces derniers jours avec des actions qui ont été menées. Est-ce que cette contestation-là des Gilets jaunes, celle à laquelle on assiste ce samedi donc dans les rues de Paris, peut reprendre justement parce que vous l'avez dit, cette réforme des retraites, elle nous amène peut-être jusqu'au mois de juillet. Est-ce qu'on peut retrouver un calendrier tel qu'on a connu l'année dernière avec tous les samedis des mobilisations de Gilets jaunes justement pour contester? Même si les Gilets jaunes n'ont pas été visibles tous les samedis, il semble qu'ils aient toujours tenu le haut du pavé, alors plus ou moins nombreux, mais il y a quand même toujours eu, car il n'y a pas qu'à Paris, en province, il y a beaucoup de villes de province qui ont été l'objet de manifestations, parfois un peu d'ailleurs brusques, et ça on l'oublie trop, car on a tendance toujours à considérer ce qui se passe entre Bastille et Nation ou République, etc. Mais en réalité, la contestation est bien plus profonde. Mais moi, je voulais revenir sur... Pardon d'insister, mais est-ce qu'elle peut prendre une autre forme? Parce que Charles Lignerel, qui est dans le cortège cet après-midi pour LCI, le disait, dans les revendications, il y a beaucoup de retraites, effectivement, de contestations sur la réforme des retraites. Donc peut-être que ça peut prendre une autre forme, non? On le voit dans les actions dernièrement. On voit bien que les syndicalistes ou les protestataires, d'ailleurs même ceux qui sont pancartés, ils essaient de faire ce que Pasqua appelait des opérations coup de poing, c'est-à-dire spectaculaires, dont on puisse parler. On l'a vu avec les médecins, avec les avocats, et évidemment, c'est pas d'ailleurs, ce qui s'est passé la nuit dernière au Bouffe du Nord, où Emmanuel Macron assistait à un spectacle, et puis aussi dans un autre registre, l'incendie de la Rotonde, qui est le restaurant presque attitré d'Emmanuel Macron. Alors là, l'enquête est en cours. Il n'y a pas de preuve pour l'instant. C'est juste il n'y a pas de lien. C'est la piste criminelle qui est privilégiée. Pour une raison simple. Vous savez, il y a eu une vitre cassée. Quelqu'un s'est introduit. Voilà. Et il y a eu, ça ils ont déjà des preuves, il y a eu 3 départs de feu. Donc piste criminelle, voilà. Voilà, donc la messe est dite. Après, le gouvernement s'arrange des choses pour pas affoler le chaland. Mais quand même, les faits sont là, quoi. Ils ont ouvert les portes, les gars sont rentrés, ils ont mis le feu. Il y a aussi donc vous voyez un lien avec c'est un symbole macronien qui a été visé pour vous? En tout cas, selon vous, cette nuit, c'est ça. Très clairement. William Tay, on ne vous a pas entendu. Est-ce qu'effectivement, avec ces slogans des retraites qui investissent les rangs des Gilets jaunes, est-ce qu'on pourrait retrouver un regain de mobilisation chaque samedi ou pas? Pour moi, les Gilets jaunes reviennent parce que les syndicats sont en baisse. En fait, ils ont disparu les 3-4 derniers mois parce que les syndicats, notamment CGT et Philippe Martinez, ont pris le leadership sur le sujet de la contestation. Mais on voit bien cette semaine qu'il a eu des difficultés à trouver des angles d'attaque contre le gouvernement. Parce qu'en fait, il ne peut pas attaquer le gouvernement sur la question du financement, parce que c'est un totem de droite, donc il ne peut pas porter cette revendication-là. Donc la question maintenant, c'est si les syndicats se retirent petit à petit, il y a des chances que les Gilets jaunes reviennent et reprennent le leadership tous les samedis. Et il y a des chances, en tout cas, surtout dans une question parlementaire, où les syndicalistes seront bloqués, notamment avec les négociations sur le financement, que les Gilets jaunes reviennent. À quelle semaine faut-il donc s'attendre à l'avenir pour cette réforme des retraites qui va rentrer en débat parlementaire et ces actions donc, qui se sont multipliées ces derniers jours? Comment peut-on les analyser? Y a-t-il un climat de violence en France en ce moment? On en débat. Restez avec nous, LCI Tout Info continue. LCI Tout Info avec nos invités, on le rappelle, autour de la table, Alexia Germont, Denis de Montpion, Michel Taube et William Tay pour l'analyse de l'actualité. Donc à la une, aujourd'hui, vous l'avez compris, cette nouvelle mobilisation de Gilets jaunes, manifestation à Paris cet après-midi. On l'a vu tout à l'heure, le cortège partait de la place Clichy en direction visiblement de la gare de Lyon, nous disait l'un de nos journalistes sur place. Nouvelle mobilisation des Gilets jaunes avec un peu plus de monde dans la rue que les précédentes semaines. Analyse, qu'est-ce que ça veut dire selon vous? Alexia Germont, pardon. Ça peut vouloir dire qu'on assiste à un changement de forme
de l'intervention des Gilets jaunes dans le débat public. Il faut se souvenir qu'au début, toute cette action a été motivée, bien sûr, par le prix de l'essence. C'était un ras-le-bol sur le prix de l'essence. Et puis après, au fur et à mesure, finalement, des manifestations, on a vu que sont rentrées dans la danse à la fois des expressions de solitude, d'abandon. On a basculé sur des revendications qui étaient plus diverses, sur la difficulté de joindre les deux bouts pour les femmes qui élevaient seules leurs enfants. Et aujourd'hui, la retraite, il n'y a pas de raison que ce projet de retraite n'intéresse pas les Gilets jaunes, bien entendu. Donc on est peut-être en train d'assister à une phase où ils s'approprient du fait du recul par les organisations syndicales de la prise du terrain, de la contestation. On peut voir revenir une envie finalement d'occuper le terrain pour exprimer aussi le fait que cette réforme des retraites les inquiète. Et les impacte aussi directement. C'est très important de toute façon, on voyait bien, on le disait en première partie d'émission, c'est très important qu'au sein de cette démocratie sociale déjà, et la CGT, et la CFDT, et l'UNSA, et FO, arrivent à marquer leur précaré, bien sûr, parce que c'est une question de bras de fer aussi et de cartographie sociale qui est en train de s'écrire pour cette deuxième partie de mandat. Mais de la même façon, l'expression des revendications par des responsabilités individuelles, par des personnes individuelles, c'est aussi l'expression de ce point de vue-là des Gilets jaunes. J'aimerais juste finir en rebouclant sur une formule qu'on a utilisée rapidement dans la première partie de l'émission quand on parlait de la légitimité politique et de la légitimité de la rue. En ce qui me concerne en tout cas, je pense qu'aujourd'hui, alors que nous sommes dans un système démocratique qu'il faut choyer évidemment et qu'il faut protéger parce qu'on voit bien qu'il y a des attaques symboliques en tout cas, et on va y revenir. La rue n'a pas en tant que telle de légitimité. La rue s'exprime à travers le vote. Et c'est comme ça qu'est conçu finalement. Mais les manifestations ne sont pas légitimes ? Non. C'est deux choses différentes. Le droit de manifester, qui est un droit constitutionnel et fondamental, doit être conçu comme un moyen d'exprimer une position. Elle est légitime, cette position, mais elle ne doit pas faire le bras de fer avec une légitimité politique institutionnelle. La Constitution fait que ce sont bien sûr des contre-pouvoirs, mais il ne faudrait pas laisser croire que si on met si on laisse faire des violences dans la rue, parce que c'est ça aujourd'hui la difficulté, c'est que on voit bien une différence entre des manifestations qui sont encadrées, d'ailleurs en général mieux par les organisations syndicales qui ont l'habitude de cela et qui ont fait quand même au moment des retraites des manifestations qui se sont globalement plutôt bien passées. Il y avait du monde, c'était compliqué en tout cas essentiellement pour les franciliens, mais il n'y a pas eu de dérapage. La difficulté, c'est quand on vous dit vous n'avez pas le droit de manifester à cet endroit et que vous avez des regroupements qui se font, c'est-à-dire qu'il faut utiliser le droit de manifester, qui est un droit constitutionnel, en le faisant dans les règles. Et c'est cela qui est important, à mon avis, de garder en tête. Précision importante pour vous, fondamentalement. Alors qu'on le disait, donc les revendications contre la réforme des retraites, effectivement, ont investi les rangs des Gilets jaunes cet après-midi. C'est ce que nous disait Charline Hurel, qui est dans le cortège pour nous à Paris. Est-ce que donc ça veut dire, on peut s'attendre à ça, c'est-à-dire une contestation contre cette réforme des retraites qui va durer des semaines, puisque la réforme va arriver au Parlement à partir du mois de février? Je pense que la discussion à l'Assemblée vienne ou pas, ça ne freinera pas la contestation. Pourquoi ? Parce que la parole politique, et particulièrement celle d'Emmanuel Macron, n'imprime pas véritablement. Et ça, c'est une grande difficulté. Alors, on se souvient les conditions dans lesquelles il a été élu, n'est-ce pas ? Un petit peu par défaut quand même. Et pour en revenir à la légitimité du vote démocratique, il faut quand même rappeler qu'il a perdu beaucoup de sa superbe quand les Français ont majoritairement, par référendum, voté
contre l'adoption de la Constitution européenne et que ensuite elle a été passée en douce à l'Assemblée par les députés assermentés à Nicolas Sarkozy. Depuis ce jour, ça a beaucoup, dans l'opinion, il y a eu un ressentiment qui s'est développé, qui n'a cessé d'ailleurs de progresser. D'ailleurs, ce qui s'est traduit par ce que Jean-Luc Mélenchon a appelé le dégagisme aux élections présidentielles et législatives. D'ailleurs, on se souvient du nombre d'abstentionnistes et de votes blancs. Ils en ont ramassé, je crois, plus que Marine Le Pen elle-même, qui est arrivée en 2e position. Donc, ça dit quand même quelque chose de la défiance des Français à l'égard des politiques. Et ça, vous le rappeliez tout à l'heure, Emmanuel Macron, 2 ans après son élection, reconnaissait qu'en effet, il n'avait pas réussi à renouer cette confiance avec les Français. Et ce n'est pas les dernières séquences, les derniers mois de manifestations, d'adoption peut-être de cette réforme des retraites, car dans sa méthode politique, depuis qu'il est là, bon, il a la Constitution l'autorise, fait adopter des textes par ordonnance, mais aussi on se souvient de cette réforme, cette suppression des taxes d'habitation qui devait être comme ça, sans coup férir, on la supprimait du jour au lendemain. Et puis ensuite, on l'a étalé dans le temps parce qu'on s'est aperçu que le déficit était déjà tellement tel, l'endettement de la France, etc., etc. On ne pouvait pas se permettre de faire un cadeau à tous les Français. Et en réalité, quand aujourd'hui on revient sur cette mesure qui devait, soi-disant, quand même satisfaire beaucoup de Français, on s'aperçoit que ce n'est pas une suppression, mais c'est une indexation. C'est-à-dire qu'en 2018, il y a des gens qui ont vu leur taxe d'habitation diminuer un peu, et puis en 2019, comme par enchantement, et là, alors que les gens avaient les mêmes revenus, tout d'un coup, la taxe d'habitation augmentait à nouveau. Donc il y a un vrai problème de, comment dirais-je, de flou artistique dans cette politique. Et je pense que le président de la République devrait sortir de cette ambiguïté et avoir une vision claire et un discours clair, car autrement, le malaise français perdurera. Le malaise français qui, actuellement, domine la société française. Vous allez nous dire si vous êtes d'accord ou pas, parce que le président de la République a été en personne pris à partie hier, en tout cas pris à partie. C'est-à-dire qu'il assistait à une pièce de théâtre hier au Bouffe du Nord à Paris, et puis il y a des personnes qui ont été informées de la présence du chef de l'État. Ils se sont rassemblés devant le théâtre, et ils étaient quoi, une dizaine. Ils ont tenté de pénétrer dans le théâtre. Ils n'y sont pas parvenus, mais quand même, il y a eu des slogans lancés contre la réforme des retraites et contre le président de la République lui-même, avec ce slogan éminemment politique, Macron démission. Qu'est-ce que ça vous inspire? Est-ce qu'on est en train de basculer dans une autre phase de contestation ou pas? La personne qui a appelé certains manifestants à venir contester la présence d'Emmanuel Macron dans un théâtre parisien, il s'appelle Taha Bouafs. C'est un journaliste très militant, très engagé à l'extrême gauche. C'est lui, et c'était une information, et c'est bien qu'il y ait de l'information, qui avait filmé Alexandre Benalla, place à Contrescarpe, en 2018. Mais c'est lui aussi qui a été parmi les organisateurs de la manifestation contre l'islamophobie à République il y a quelques mois, et il ne se cache pas de ses engagements politiques. Il est en garde à vue aujourd'hui. Hein. Voilà. Moi, je vous dis une chose qui est quand même incroyable. Je trouve que le fait que le chef de l'État, le président de la République, dans un contexte de malaise français et de colère française, aille au Bouffe du Nord assister à un spectacle, une pièce de théâtre, La Mouche, une adaptation française de La Mouche qui a été portée au cinéma il y a de nombreuses années, et qui se retrouve dans le même théâtre que ce Taha Bouafs. Est-ce que ça, c'est pas la meilleure preuve de cette cohésion nationale dans laquelle tout le monde aspire? Je veux dire par là que Taha Bouafs ait appelé des cégétistes pour venir contester au chef de l'État le droit d'assister à un spectacle populaire dans le nord de Paris. Enfin, je veux dire, ça en dit long sur l'état de malaise, effectivement, et beaucoup plus que d'un malaise de notre société française. Alors ensuite, évidemment,
cette exaction, ce qui s'est probablement passé à la ronde de cette nuit, c'est évidemment aussi le résultat d'un système politique français dans lequel tout remonte toujours au chef de l'État. Et c'est vrai que ça ne date pas d'Emmanuel Macron. On a une tradition en France souvent de s'en prendre au président de la République parce qu'on est dans un système certes démocratique et républicain, mais qui est tellement monarchisant, tellement jupitérien, tellement vertical, que tout, lorsqu'il y a des crises, tout remonte toujours au chef de l'État. Et c'est vrai que Emmanuel Macron lui-même a certainement rajouté de cette dimension jupitérienne qui fait que certains extrémistes, certains opposants ont tendance à s'en prendre à la personne même du chef de l'État. Mais cette dimension-là, on ne peut pas y échapper. Et c'est vrai que dans les manifestations de Gilets jaunes, que ce soit aujourd'hui, que ce soit à partir du 17 novembre 2018 et que ce soit tout au long des 62 semaines de manifestations des Gilets jaunes, ils s'en sont toujours pris à Emmanuel Macron. Au-delà de telle ou telle proposition, leur seul mot d'ordre, souvent, c'était contre Emmanuel Macron. Je rappellerai quand même que François Hollande a été confronté au même problème, Nicolas Sarkozy aussi. Il n'y a guère que Jacques Chirac et François Mitterrand qui... mais les réseaux sociaux n'existaient pas encore. Mais sur le mécontentement. Physiquement. Je me rappelle de Mitterrand, il y a eu des manifestations très très dures contre lui, notamment des policiers qui avaient fait grève. Donc tout remonte au chef de l'État, c'est ce que vous êtes en train de dire. Il cristallise de toute façon tous les mécontentements. C'est normal parce que c'est lui, d'ailleurs quand ils sont élus en général à l'Élysée, c'est eux qui définissent et ils le revendiquent. Et c'est bien normal, ils sont élus pour ça. La politique du gouvernement, donc normal que si les Français sont confrontés à des... C'est lui qui cristallise. Juste écoutez à ce propos Marine Le Pen quand même, qui condamne donc cette tentative d'intrusion au Bouffe du Nord, qui condamne mais qui accuse aussi. Je pense que ces agissements doivent être condamnés, mais surtout ils sont inquiétants parce qu'ils révèlent une montée en tension. Et c'est une montée en tension permanente, ininterrompue, depuis maintenant plus d'1 an et demi. Il faut bien dire que le gouvernement, par son comportement, a contribué au fur et à mesure du temps à cette montée en tension, même si ça n'excuse pas, encore une fois, les agissements. Je pense qu'il y a évidemment une légitimité totale à la contestation de la politique qui est menée, mais elle ne peut pas se faire par l'intermédiaire de violences. Juste William Tay, la faute à Emmanuel Macron sur ce sujet ou pas ? Non, en partie, il a pu provoquer par des phrases chocs, mais dont il a arrêté il y a à peu près 1 an au début du mouvement des Gilets jaunes. Mais il a pu cristalliser en fait Emmanuel Macron. Ce que je disais tout à l'heure en première partie, c'était comme il est le catalyseur. Enfin, les gens viennent pour différentes raisons qui se réunissent pas. Enfin, c'est pas les mêmes raisons. Fracture sociale, territoriale, identitaire et impuissance de l'État. Mais en fait, Emmanuel Macron, c'est le catalyseur de ces réunions. C'est-à-dire que c'est le dénominateur commun du pourquoi est-ce qu'on vient. On vient contre Macron, on vient contre un projet de Macron, on vient contre une idée ou une phrase de Macron ou je ne sais quoi. On ne manifeste pas contre Édouard Philippe ou contre un des membres. Alors que c'est Édouard Philippe qui porte essentiellement la réforme des retraites. Les gens qui sont principalement visés, c'est les emblèmes même de la Macronie. C'était Benjamin Griveaux, Christophe Castaner et Emmanuel Macron. Il n'y a pas eu de manif anti-Darmanin ou anti-Bruno Le Maire. Enfin, il ne me semble pas. Et les slogans encore cet après-midi dans la manifestation des Gilets jaunes vont à l'encontre essentiellement du président de la République, comme toute l'année dernière. C'est ça, tout à fait. Mais là où Macron, il est un peu responsable, c'est que c'est lui qui a décidé de se mettre autant en avant. Par exemple, quand on compare par exemple avec Jacques Chirac, ce qui avait calmé le vote de 2005, c'était la démission de Jean-Pierre Raffarin et le remplacement par Dominique de Villepin. Ce qui avait pu... je pense que Emmanuel Macron, à ce moment-là, il ressemble un peu plus à Nicolas Sarkozy qu'à François Hollande ou Jacques Chirac. Il y a quelques mois, il a quand même pris de la distance. Oui. Mais même s'il a pris de la distance... Non pas jupitérienne du coup, oui, mais ça change. Mais plutôt... Non, c'est très important. Mais non, mais il a laissé Édouard Philippe monter au créneau et maintenir la conduite de la réforme. D'ailleurs, depuis le départ de Jean-Paul Delevoye, c'est surtout Édouard Philippe qu'on a vu. Et le chef de l'État a dû s'exprimer parce qu'il y avait les vœux du 31 décembre, qui est le rituel habituel, et donc il a dû s'exprimer. Mais quand même, il a laissé le gouvernement. Mais ça ne change pas le cœur des manifestations. Surtout quand on parle des Gilets jaunes, ils ont commencé il y a 1 an contre Emmanuel Macron.
c'est pas parce qu'il change d'émetteur avec Édouard Philippe, alors qu'on sait pertinemment il y a une semaine qu'Édouard Philippe était pour l'âge pivot, et que c'est lui qui l'a retiré en disant Édouard Philippe, de toute façon t'as pas le choix, soit tu retires l'âge pivot, soit tu te retires toi-même. Donc tout le monde sait que c'est Emmanuel Macron qui prend les décisions, et comme on parle des gilets jaunes en l'espèce, il est normal qu'ils expriment leur colère contre Emmanuel Macron et pas contre Édouard Philippe. Rappelons quand même que pendant la campagne électorale, Emmanuel Macron avait dit que sa parole présidentielle serait rare. Oui. Et nous avons bien vu dès la première partie du mandat, une première séquence, 6 premiers mois de mémoire, qui était une séquence beaucoup plus internationale, d'ailleurs portée avec brio, parce qu'il faut quand même se souvenir qu'on sortait d'une image peut-être un peu plus fade, on va dire, avec François Hollande, et que la première séquence, qui avait été certainement très bien préparée par les équipes de la campagne, s'est déroulée vraiment sans aucune anicroche. Et c'en était même miraculeux. Même ceux qui n'étaient pas forcément derrière lui comme soutien trouvaient qu'au moins à l'étranger... Je mettrais juste une parenthèse, il y avait quand même la critique du général Pierre de Villiers qui a conduit à l'émission dès l'été. Oui. Mais globalement, ça a été une séquence où il a su gérer. Et puis, on est arrivé à un moment où, avec l'affaire Benalla, d'un coup, on a senti un retournement total. Et depuis lors, il est vrai qu'il y a ce malaise social, cette crise sociale, avec des mots, d'ailleurs même dans la forme, pour une fois, Marine Le Pen est assez mesurée. Et elle trouve ça assez inquiétant. Elle trouve ça inquiétant, oui, parce que justement, je voulais élargir en fait le débat. Moi, je trouve que ce qui s'est passé hier au théâtre, c'est assez inquiétant parce que c'est une attaque à un symbole institutionnel. De la même façon, lorsque Benjamin Griveaux était dans son ministère et qu'avec un porte-palette, des manifestants ont voulu juste défoncer la porte. De la même façon, quand Roxana Maracineanu s'est fait prendre à partie de façon, alors qu'elle était dans un déplacement privé sur un stade, s'est fait prendre à partie très violemment. Enfin, je me souviens des images, elle a été d'ailleurs assez choquée. Assez choquée, mais assez courageuse, parce qu'elle ne s'est pas défilée. Voilà, tout ça, ça fait partie en fait d'un prisme assez nauséabond sur le fait qu'aujourd'hui, alors ce n'est pas étonnant parce que ça existait par le passé, mais disons qu'on voit bien qu'il y a un trait de plus en plus marqué et qu'il y a moins de réticence à transgresser l'interdit. Non, surtout, la différence, c'est qu'aujourd'hui, il y a les réseaux sociaux et dès qu'il y a un mouvement quelque part, regardez hier au Bouffe du Nord, il y a tout de suite 2 téléphones portables qui filment la scène, la diffusent sur les réseaux sociaux et puis voilà, ça fait un événement. Mais imaginez, enfin, on pensait dans le passé combien de ministres de l'Agriculture se sont fait déverser des tonnes de purin sur leurs voitures, etc. parce que les agriculteurs n'étaient pas satisfaits de leur politique. Enfin, on a vu ça dans le passé. Avec moins de violence verbale. C'est le rôle des politiques aussi. Avec moins de violence verbale. Alors aujourd'hui, c'est vrai que les députés de La République En Marche jouent les vierges effarouchées chaque fois qu'ils sont dans l'arène et qu'il y a un mot de travers qui leur déplaît. Il faut qu'ils fassent un autre métier à ce moment-là. Il ne faut quand même pas exagérer. Oui, mais il faut pas accepter la violence. On ne peut pas accepter la violence. On peut contester verbalement. Non, mais le vandalisme d'une... Ah non, le vandalisme... Bah oui, mais laissez-moi terminer parce que juste... Oui, alors, Denis de Montblanc pour la fin de la démonstration. Je voulais terminer sur le vandalisme parce que aujourd'hui on dit il y a un incendie à la Rotonde, mais ce qu'on oublie de rappeler, c'est qu'au-dessus, c'est que c'est extrêmement grave parce que ça a eu lieu à 4h30 du matin, mais c'est qu'au-dessus il y a des habitations, l'heure où les gens dormaient, et si les pompiers n'étaient pas intervenus rapidement, eh bien, imaginez ce que ça aurait pu être. Et c'est ça le danger de toutes ces actions sporadiques, violentes, qui peuvent éclater à cause d'une politique qui sur la leur Rotonde, pour l'instant, on ne sait pas ce qui s'est passé. Une enquête est ouverte, on pourra Non, revenir dans les jours. Oui, il y a un je début veux d'incendie. dire La que piste criminelle, effectivement, Voilà. est privilégiée. On fait juste une courte pause. Et Michel Taub, promis, vous aurez et la parole, on continue d'en parler. Est-ce que justement, le mouvement contre la réforme des retraites est en train de se radicaliser ou pas? C'est la question que l'on se pose. Restez avec nous.
Et c'est la suite d'LCI Tout Info, l'analyse avec nos invités, le direct avec cette manifestation de Gilets jaunes en cours dans les rues de Paris, 62e samedi de mobilisation pour les Gilets jaunes. Charline Hurel, vous suivez cette manifestation pour LCI, comment ça se passe? Nous sommes en milieu d'après-midi. Eh bien écoutez, nous sommes toujours en tête de cortège, un cortège qui avance puisque la finalité de cette manifestation c'est la gare de Lyon, un cortège qui avance dans le calme, même si on peut entendre beaucoup de slogans, des slogans qui visent notamment les policiers, des manifestants ici qui dénoncent certaines violences commises par certains policiers, et puis évidemment des slogans qui dénoncent aussi la politique du gouvernement, des slogans qu'on entend déjà depuis plus d'un an maintenant dans la bouche de ces gilets jaunes, des gilets jaunes qui sont là avec de multiples revendications, plus de démocratie participative, mais aussi le retrait de cette réforme des retraites qu'ils trouvent injuste. Et nous parlions avec des gilets jaunes qui nous disaient qu'ils étaient venus bien de toute la France. Il y en a du Vaucluse, il y en a aussi du Nord qui sont venus spécialement défiler à Paris pour protester contre une chose, le retrait de cette réforme, mais aussi leur colère contre le gouvernement. Merci Charline. Avec Adrien Acco, effectivement, les retraites qui s'invitent dans les cortèges des Gilets jaunes, alors qu'on a vu pas mal d'actions ces derniers jours contre cette réforme des retraites. Il y avait la grève, il y a la grève qui continue, 45e jour aujourd'hui. Et puis, il y a une mobilisation qui s'étiole un peu et en parallèle, on voit quelques actions. On l'a vu au Louvre hier avec le musée qui a dû rester fermé, avec les locaux de la CFDT qui ont été envahis par quelques militants et syndicalistes. Il y a eu Marlène Schiappa qui a été prise à partie lors d'une réunion publique jeudi soir. Il y a eu donc Emmanuel Macron, on en parlait il y a un instant, qui assistait à une représentation de théâtre au Bouffe du Nord, et donc des personnes ont essayé de pénétrer dans le théâtre. Voilà ce que déclare un pilier de la majorité, c'est à dire dans Le Monde daté de demain. On a l'impression que le mouvement contre les retraites prend une forme de contestation comme on l'a connu il y a un an lors du mouvement des Gilets jaunes. À l'époque, on s'est tous demandé si on allait basculer du mauvais côté. On y est à nouveau. C'est vraiment inquiétant pour le pays. Est-ce que vous voyez la même chose, vous, ou c'est un peu exagéré? Non, moi je faisais le parallèle entre le moment où Macron annonce les 10 milliards d'euros du 7 décembre 2018 et son retrait d'âge pivot. C'est-à-dire qu'on a vu au même moment une baisse de la mobilisation à la fois des gilets jaunes et des syndicalistes, et au même moment une montée des violences. Et c'est pour ça qu'il y a un parallèle qui est un peu inquiétant, et en même temps c'est là où les syndicalistes ont un rôle à jouer. Ils sont en capacité d'encadrer les manifestations, c'est à eux de reprendre la main dessus, parce que sinon ils vont perdre des deux côtés. Il y aura une réforme, ils seront totalement décrédibilisés, ils vont perdre des points dans l'opinion publique. Comment voulez-vous que les syndicalistes encadrent le mouvement lorsque certains d'entre eux vont au siège de la CFDT pour saccager les locaux et les organisations syndicales? Attends, on l'a vu il y a 2 semaines. J'en parle à dessein. Il y a 2 semaines, lorsqu'il y a eu une manifestation commune FO, Gilets jaunes et CGT, il y a eu des heurts au début, et puis ensuite la CGT a repris les choses en main, le service d'ordre, ils ont remis les choses bien en place, et puis ça s'est calmé. Ils ont les capacités de le faire. Oui, mais la réalité, c'est que la base ne suit absolument pas suit de moins en moins. Il faut différencier les bases selon les syndicats. La base suit de moins en moins les mots d'ordre, des directions, et encore une fois, tant sur le plan politique, ce qui est arrivé au chef de l'État, au Bouffe du Nord, mais également sur le plan syndical, quelque part, je trouve que c'est un tabou qui saute. Le fait que des CGTistes s'en prennent à un autre syndicat concurrent, mes frères en armes et en combat historiquement, c'est extrêmement grave. Ça montre bien qu'encore une fois, il y a certains extrémistes, parce que ce sont des extrémistes, ce sont des personnes violentes qui ne respectent, je ne parle même pas de l'ordre républicain, je parle même de la proximité et de la soi-disant fraternité de combat entre des syndicalistes de la CFDT d'un côté et des syndicalistes de la CFDT. Effectivement, il y a un climat, il y a une colère française, là c'est pas un malaise, c'est une colère française qui s'exprime, mais qui n'est pas légitime. Ces formes d'expression ne sont pas légitimes. Oui, mais alors justement, ce pilier de la majorité dit on pourrait basculer. Vous le sentez ça aussi ou pas? Je pense qu'on n'est pas au degré d'intensité qu'on a eu le 3 décembre 2018 à l'Arc de Triomphe, qu'on a pu avoir de nouveau en avril 2019 sur les Champs-Élysées. Enfin, rappelez-vous le Fouquet's qui a été incendié, rappelez-vous toutes les violences qui ont été faites, rappelez-vous récemment place d'Italie où la statue
statue du maréchal Juin a été endommagée et qui n'est toujours pas d'ailleurs rebâtie comme elle l'était auparavant. Franchement, voilà, il y a des personnes auxquelles on donne beaucoup de publicité, mais enfin c'est la règle du jeu, qui s'en prennent non seulement au chef de l'État, mais aussi à l'ordre républicain, mais aussi au symbole de la République. Et je voudrais revenir sur ce qui s'est passé hier soir au Boulevard du Nord, parce que je trouve ça tellement caricatural de ce que certains leaders d'extrême gauche cherchent à faire. Ils disent Emmanuel Macron, c'est le président des riches. Encore une fois, je le répète, Emmanuel Macron a été voir un spectacle qui s'appelle La Mouche au Théâtre des Bouffes du Nord, dans lequel il y avait un journaliste d'extrême gauche qui a dénoncé la présence du chef de l'État à un spectacle populaire. Je trouve ça mais tellement caricatural de la bêtise de certains contestataires qui ne voient même pas que le président de la République, contrairement à l'image qu'ils ont de lui-même, est quelqu'un qui aime bien aller à un spectacle populaire vu par tout le monde. Même si c'est porte de la Chapelle. Voilà. Et je trouve que c'est très important de le souligner. Justement, et de le dénoncer. La gauche, alors la France Insoumise en l'occurrence, qui a réagi à cette tentative d'intrusion dans le Théâtre des Bouffes du Nord. On a entendu tout à l'heure Marine Le Pen. Voilà ce que déclare Éric Coquerel via son compte Twitter. Dans quel régime sommes-nous pour qu'un président furieux que des manifestations le conspue à l'extérieur d'un théâtre fasse arrêter un journaliste qui s'y trouvait et qui avait osé communiquer sur sa présence? Toujours du côté de la France Insoumise, voilà ce que déclare Daniel Obono de son côté, le même où on arrête un journaliste pour avoir tweeté sur la présence du méprisant au théâtre. Bienvenue en Macronie. Oui, mais quand Mme Obono qualifie le chef de l'État de méprisant, je suis désolé, elle contribue à ce climat de violence qui n'est pas légitime, qui n'est pas acceptable de la part d'une députée de la nation. Je trouve ça inacceptable. Elle est députée de la nation. Et c'est irresponsable ? Oui, c'est irresponsable parce que c'est entretenir... Ce n'est pas accepter les règles du jeu dont elle bénéficie pourtant. Voilà. Parce qu'elle-même est élue. Parce qu'elle-même est élue. La méprisante, en l'occurrence, c'est Mme Obono. Oui, je trouve que et même le tweet d'Éric Coquerel qui est plus mesuré, je trouve que c'est vraiment aller vers le plus facile. Voilà. Et aujourd'hui, on n'a pas besoin d'aller vers le plus facile, on a besoin au contraire de prendre un maximum de recul sur ce qui est en train de se passer sous nos yeux. Parce qu'aujourd'hui, même si on n'est pas effectivement au paroxysme de violence qu'on a connu par le passé, on est quand même à une accumulation de violence. Et il suffit pour cela de regarder depuis l'extérieur, depuis l'étranger, le regard que portent les étrangers sur notre pays aujourd'hui, mais c'est affligeant. C'est-à-dire que toutes les images qui viennent de Paris et de certaines manifestations en France, c'est la grève tout le temps, ce sont les manifestations tout le temps, avec une impression finalement de non-maîtrise. C'est-à-dire qu'au lieu que la grève et la manifestation soient l'expression en dernier ressort, lorsqu'on n'a pas réussi à se mettre autour d'une table et à trouver le chemin commun qui nous permet d'avoir une politique publique acceptable par tous, on est dans une logique où on inverse les choses et où la seule façon aujourd'hui, maintenant qu'on a vu que finalement la violence dans la rue ou la présence dans la rue payait, parce que c'est quand même cela que l'on paye aujourd'hui. C'est qu'on a vu que les 10 milliards ont été donnés parce qu'il y avait du monde dans la rue lors des Gilets jaunes. Et donc, la façon dont même la contestation sur la réforme des retraites a été orchestrée par les syndicats, ça a été d'abord de mettre du monde dans la rue pour essayer de faire retirer un projet dont on n'avait même pas connaissance. Donc on voit bien que le logiciel de la démocratie aujourd'hui est grippé. Parce que normalement, ça ne devrait pas fonctionner comme ça. Mais ça, on l'explique comment ? C'est par des années d'accumulation ou c'est parce que justement ce gouvernement n'a pas su faire ? C'est la pratique. C'est la pratique d'Emmanuel Macron. En France, on n'a jamais vu, contrairement à l'Allemagne, des syndicats se mettre autour d'une table avec ou les responsables patronaux ou gouvernementaux pour essayer de trouver des terrains d'entente. C'est aussi vieux que le monde. Enfin, en France, c'est un pays plutôt insurrectionnel, plutôt éruptif, plutôt etc. Et les chefs de l'État, alors c'est vrai que ça s'est aggravé avec
Emmanuel Macron, mais c'est pas dans sa culture du tout de recevoir les responsables syndicaux à l'Élysée. Nicolas Sarkozy le faisait, François Hollande aussi. Tous les ans, François Hollande faisait sa grand-messe au Conseil économique et social où tous les syndicalistes étaient là, quelle que soit leur tendance, et puis ensuite on se mettait autour d'une table et on discutait de comment améliorer les choses, etc. Alors évidemment, c'était pas spectaculaire, et Emmanuel Macron, fort de sa posture jupitérienne qu'il s'était lui-même attribuée d'ailleurs, eh bien, a pensé qu'il pourrait se passer de tout ça. Vous savez, d'ailleurs, quand il était à la Rotonde, il était dans cette situation où après... Vous parlez de la qualification au deuxième tour, quand après il a célébré le premier la tour, Rotonde. vous savez, il lui semblait tout d'un coup bénéficier d'une grâce si belle, comme dire Racine, que voilà, il s'est cru au-dessus des mortels. Sauf qu'il a dû retomber sur ses pattes, et il s'est aperçu à la faveur des Gilets jaunes que la France ne se gouvernait pas comme une start-up nation. Puis il y a une question de méthodologie, c'est-à-dire que le tournant, c'est à peu près le 7 décembre 2018. Du moment où il y a eu des manifestations et qu'il a accordé de l'argent, les gens ont compris implicitement qu'il était possible de faire plier le gouvernement, ce qui n'est pas le cas avant cette date-là. Et donc on a vu petit à petit des intérêts catégoriels venir en gros manifester, les avocats, les pilotes, les cheminots, etc. Comme cela se faisait dans l'ancien monde, oui, mais avec vos amis des Républicains et les socialistes en leur temps. Mais ils ont obtenu à chaque fois quelque chose, et petit à petit des petites dérogations. Donc en fait, les gens vont continuer en se disant, si on continue à manifester, eh ben, on aura quelque chose. Et c'est pour ça que les syndicats ont une opportunité, ça veut dire qu'ils ont l'opportunité d'avancer des revendications en se disant sinon on continue à bloquer. Puis de toute façon, Emmanuel Macron, il est plus à 1 ou 2 milliards d'euros près. Et là, on a dépassé quasiment les 30, 40. Il y en a même qui vont jusqu'à une estimation de coût à 80 milliards d'euros de coût de réforme. Alors que normalement, la réforme devait rapporter de l'argent. Ouais, on en est loin maintenant. Alexia Germain. J'aimerais dire un mot sur la pratique du dialogue social, parce que lors de la publication de la lettre par Édouard Philippe, il y a une semaine, tout le monde était évidemment très concentré sur la question de l'âge pivot ou pas de l'âge pivot. Et j'ai trouvé pourtant que la phrase la plus importante dans cette lettre n'est pas celle qui a été commentée. Il dit, elle est très courte, nous connaissons tous l'histoire sociale du pays et le nombre de réformes importantes qui ont été retardées, voire empêchées, parce que notre dialogue social reste imparfait, parce que démocratie sociale et démocratie politique s'affrontent au lieu de se renforcer. Et je trouve qu'on aurait été bien inspiré de commenter beaucoup plus cette phrase qui est en fait très forte, qui était une main tendue pour le coup, et qui montre une certaine lucidité de la difficulté de la pratique de la démocratie sociale dans notre pays. En France, effectivement. Mais alors justement, il y a un sondage qui a été publié dans les Échos aujourd'hui sur quelle était la perception des Français des syndicats. Eh bien, regardez, 59% des Français pensent que les syndicats sont un élément de blocage de la société. Est-ce que c'est important quand même? C'est près de 60% des Français qui le pensent. Mais oui, mais parce que c'est pas nouveau. Alors une des raisons, c'est que déjà les syndicats sont peu représentatifs des salariés français. On peut dire la même chose des partis politiques. Non, on peut dire la même chose des partis politiques qui sont également. On peut dire la même chose des partis politiques. On peut dire la même chose des médias qui n'ont pas non plus la cote. On peut dire la même chose des éditorialistes comme nous qui n'ont certainement pas la cote. Bien entendu qu'il y a un climat, comme vous disiez tout à l'heure, qui ne s'y prête pas. Mais la réalité, c'est que sur le terrain des syndicats, pour qu'il y ait une démocratie sociale, il faut qu'il y ait des acteurs de la démocratie sociale. C'est caricatural ce que vous dites. Attendez, je vais répondre parce qu'il faut différencier ce qui se passe dans les syndicats au niveau national, où là c'est très spectaculaire, c'est des actions de très coup de poing, et c'est pour ça qu'il y a eu 2 lois qui ont été faites, la loi El Khomri et la loi Macron, pour déplacer le dialogue social au niveau des entreprises. Et au niveau des entreprises, les syndicats arrivent à monter des accords avec le patronat. Y compris la CGT. Y compris la CGT. Hormis quand il y a des trucs. Il ne faut pas être caricatural à ce niveau-là. Au niveau national, on peut malheureusement être un petit peu caricatural. Parce qu'au niveau des organisations confédérales, nationales, qui elles participent au dialogue social au niveau national lorsqu'il y a des enjeux comme la réforme des retraites, l'année dernière la réforme du statut de la SNCF et autres. La réalité, c'est que non seulement il y a un problème de représentativité, et ensuite il y a un problème d'idéologisation.
d'idéologisation. Des fois, on se demande, lorsqu'on entend Philippe Martinez, lorsqu'on entend le patron de Force ouvrière, est-ce qu'ils défendent les intérêts des salariés ou est-ce qu'ils défendent une conception politique de leur projet social qui est à milieu des intérêts des salariés eux-mêmes. On continue d'en débattre. On va juste prendre des nouvelles de la manifestation. Pardon, on prend des nouvelles de la manifestation des Gilets jaunes en cours en ce moment dans les rues de Paris. Alexandre Malesson, que se passe-t-il là autour de vous ? Ce qui a eu l'effet de repousser les manifestants. Là, pour l'instant, cela forme une sorte de grand trou, si vous voulez, où il n'y a personne et les manifestants, les gilets jaunes qui sont autour de cet espace, il y a eu beaucoup de bousculades et les restaurants, vous l'entendez, les grenades désencerclantes qui sont en train d'être tirées. Il y avait les commerces qui sont autour sont en train de fermer. Je suis juste devant une brasserie une brasserie parisienne, qui vient de baisser ses stores face à la violence des forces de l'ordre et des manifestants, la violence de la manifestation. Et donc pour l'instant, tout le monde est plutôt immobile, attend de savoir ce qui va se passer. Le cortège en tout cas est arrêté. Merci beaucoup Alexandre sur ces images de Frédéric Dufour. On continue donc de suivre cette manifestation des Gilets jaunes, donc je le rappelais, 62e samedi de mobilisation avec pas mal de revendications. C'est assez hétéroclite, mais il y a surtout cette revendication contre la réforme des retraites qui a pris place, cette revendication dans les rangs des manifestants. Aujourd'hui, on garde un œil sur ce qui se passe en ce moment donc, dans les rues de Paris, mais on débattait donc de cette réforme des retraites et de cette peut-être radicalisation. Est-ce que vous êtes d'accord ? Est-ce que ça se radicalise dans cette contestation ? Oui, vous dites oui. Est-ce que la démocratie est en danger dans les formes d'action qui sont choisies ces derniers jours ? La démocratie n'est pas en danger, mais elle est fragilisée depuis plusieurs années. C'est-à-dire que ce n'est pas un mouvement qui est uniquement français, on le voit que c'est un mouvement qui est plutôt occidental et qui touche toutes les démocraties libérales. On a vu qu'il y avait différentes réponses qui ont été apportées, c'est-à-dire que les États-Unis ont choisi d'apporter d'élire Donald Trump dans ce point de vue-là, et il y a d'autres pays qui ont fait des choix différents. Nous, on a une tradition qui est très violente. C'est-à-dire que quand on prend l'historique du pays depuis 1789, on a eu une évolution de changement de régime qui était assez récurrent. Après, là où les syndicats et où là les Gilets jaunes ont tort, c'est qu'ils font une erreur d'interprétation. Ça veut dire que maintenant, on sait depuis 1848 que de toute façon, les révolutions ne se passent plus à Paris. Ça se passe en province. En fait, ce qu'il faut maintenant, c'est avoir le cœur du vote. Et on l'a vu en 1848, c'est-à-dire qu'ils auraient pu avoir une révolte, mais l'élection, ça a mis Napoléon III. Charline Hurel, vous suivez-vous aussi la manifestation des Gilets jaunes à Paris ? On a entendu les grenades de désencerclement qui venaient d'être utilisées. Oui, exactement. Alors nous sommes dans la tête de cortège. Il faut savoir que cette tête de cortège a été coupée en deux. Il y a la police qui barre l'accès et puis il y a la suite de cortège qui a une 50aine de mètres derrière, elle aussi bloquée par la police. Et là, il y a eu un mouvement de foule, parce qu'il faut dire qu'en tête de cortège, il y a des manifestants un peu plus radicaux, des anarchistes, mais aussi des antifascistes qui sont là et qui n'ont pas compris pourquoi ils étaient bloqués, donc qui ont tenté de s'en prendre à la police. La police qui a d'abord tenté de faire une petite charge dissuasive, c'est-à-dire qu'elle a utilisé le bouclier pour tenter de repousser. Le problème, c'est que nous sommes dans une rue assez étroite avec beaucoup de monde, donc le mouvement de foule est vite arrivé, ce qui a généré une confusion ici et la colère des manifestants. Donc là, la tension monte d'un cran. On entend ces manifestants qui sont ici cagoulés de noir s'en prendre à la police, mais pour le moment, là, on assiste à une brève accalmie. Merci Charline. Avec Adrien Accro, la démocratie est-elle fragilisée pour vous aussi ? William Tay parlait de démocratie fragilisée. Je pense qu'on peut dire que la démocratie est fracturée. Parce qu'on a de plus en plus de mal, c'est ce qu'on disait en première partie d'émission, on a de plus en plus de mal à trouver dans ce contrat social qui est censé nous relier, de mettre de côté les problématiques, les intérêts individuels au profit de l'intérêt collectif. Et c'est bien ça dont il est question, c'est qu'il faut retrouver le sens de l'intérêt général. Et je ne crois pas qu'aujourd'hui nous soyons dans cette démarche-là, et c'est ça qui, à terme, me paraît être problématique, effectivement, pour la pratique démocratique de notre pays. C'est vrai que les politiques eux-mêmes l'ont beaucoup fragilisé, eux-mêmes. Pourquoi ? Parce que si on remonte un peu l'histoire, jusqu'à la chute du mur de Berlin, le monde était simple, d'une certaine manière. Vous aviez l'Est et l'Ouest, les méchants d'un côté, les bons de l'autre. Les méchants étaient évidemment de l'autre côté du rideau de fer, et tout allait bien. Et puis, après l'effondrement du mur,
il est apparu un phénomène nouveau qu'on croyait réservé aux républiques soviétiques et autres, c'est la corruption politique. Et là, on s'est aperçu qu'en fait, elle avait une ampleur, pas seulement en France, on a vu ça en Italie, en Allemagne, en Grande-Bretagne. Des gouvernements entiers sont tombés. Il y en a même qui ont dû finir leur jour, souvent à l'étranger, après condamnation, parce qu'il y avait, ils s'en étaient mis plein les poches, profitant justement de cette espèce... Là, vous ne parlez pas de la France. De bien sûr que si, la France, il y a eu... Qui a fini à l'étranger? Non, je pensais à Bettino Craxi, le chef du Parti socialiste. Vous ne parlez pas de la France. Non, en France, les politiques, ils avaient juste des comptes en Suisse, mais eux-mêmes restaient en France. C'était comme ça que ça se passait. Je ne vais pas citer toutes les affaires de Urba, Elf, etc., etc. Il y en a eu des quantités, les emplois fictifs à la mairie de Paris, enfin la condamnation de Jacques Chirac d'ailleurs, pour ne parler que de la plus spectaculaire, puisqu'il était le premier président condamné. Donc, par leurs actions, leurs agissements, comme on voudra, ils ont fragilisé la démocratie. Et au détriment de qui? Au détriment des Français qui travaillaient, qui payaient leurs impôts, etc., sans populisme aucun d'ailleurs. Et puis tout d'un coup, qui s'apercevaient que les gens en qui ils avaient fait confiance, ils étaient noirs comme des corbeaux. Et donc, évidemment, ça a totalement fragilisé la démocratie dans ce pays. Et aujourd'hui, on en paye les conséquences. Et quand Emmanuel Macron est arrivé à l'Élysée, on sait comment. Tout le monde avait parié sur François Fillon, et puis lui-même, qui paraissait pour l'homme le plus irréprochable, on s'est aperçu qu'il était le champion des arrangements. Il est d'ailleurs envoyé devant le tribunal prochainement. Et tout ça n'a pas arrangé les affaires des politiques et a crispé les Français, ce qui a conduit à ces abstentions, à ces votes blancs. Ce qu'on vit là, c'est la somme de toutes ces années, toutes ces désillusions, de toutes ces colères. C'est 25 ans de corruption, parce que la corruption, il y a ce qui a été jugé et condamné, mais aussi, vous savez, des procédures ont duré des années. Ou d'inefficacité politique. Non, pas seulement. Oui, mais attendez, la corruption, je peux en parler. La corruption en France, c'était quelque chose de considérable, parce qu'en plus, les politiques avaient de très bons avocats, dont un qui se présente dans le 16e, qui s'appelle Francis Spinner, aujourd'hui, qui faisait en sorte qu'on bloquait les affaires politico-financières, on les faisait durer. Comme ça, on obtenait de la prescription, on était renvoyé pour des cacahuètes. Voilà. Mais si les affaires avaient été jugées en temps et en heure, je peux vous dire que la classe politique en France, elle aurait fini comme en Italie, par terre. Mais ça, c'est pas forcément connu de l'opinion publique. Ce qu'on voit aussi, c'est l'inefficacité entre les promesses et la réalité d'un mandat. L'inefficacité, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas... Mais c'est lié tout ça. En même temps, vous dressez le portrait d'un pays. Non, mais là, vous dressez le portrait d'un pays où tout va mal, où c'est la corruption, où rien n'est fait. C'est un fait historique. Non, mais attendez, on est quand même la 5e ou 6e puissance mondiale. Depuis 2017, il y a quand même eu 500 000 créations. On a perdu une place sous Emmanuel Macron. Ouais, c'est la faute à Emmanuel Macron. Peut-être qu'il y a un paradoxe, effectivement, parce qu'il y a eu pas mal de bonnes nouvelles économiques ces dernières semaines. Pourquoi ça ne prend pas? Pourquoi ces bonnes nouvelles économiques, finalement, ne convainquent pas les Français? Il y a une rupture en 2017, ça veut dire qu'avant, les gens pensaient que si le pays irait mieux, leur situation personnelle irait mieux. Alors qu'on voit dans les enquêtes d'opinion, notamment Ipsos, qu'il y a une distinction maintenant entre les deux, c'est que les gens estiment que Emmanuel Macron, en tout cas l'électorat de gauche, de centre-gauche au centre-droit, estiment qu'Emmanuel Macron améliore la situation du pays, baisse du chômage, croissance, etc., mais que leur situation personnelle, eux, empirera, et que d'ici la fin quinquennat, ce sera encore pire qu'au début du quinquennat. Et que moi, j'irais plus loin, c'est-à-dire qu'il n'y a pas uniquement une question des politiques, c'est-à-dire qu'on peut dire que c'est une question d'affaires personnelles, corruption ou inefficacité politique, mais c'est qu'en fait, depuis les années 60, toutes les forces politiques et sociales se sont effondrées petit à petit. Il y a eu la question de l'Église qui s'est effondrée et de la région catholique en France. Il y a la question des partis politiques. Avant, on avait 2 partis qui structuraient la vie politique. Les syndicats se sont effondrés aussi. Et c'est une contestation même de la légitimité au sein de chacun des camps de leurs leaders. Pour les partis politiques, le même sujet pour les syndicats. Et c'est pour ça qu'en fait la démocratie est fragilisée, parce que ça se produit dans tous les pays. Ça se produit dans tous les pays, c'est-à-dire qu'on voit à peu près partout. On voit en Allemagne aussi, on n'aurait pas imaginé en Allemagne qu'il y ait pu un parti néo-nazi qui fasse 15-20%. On n'aurait pas pu imaginer dans certains pays une évolution comme on peut le voir actuellement. Et la question, c'est est-ce qu'on n'assiste pas à un besoin d'État fort? Parce qu'on voit ce qui se passe en Chine, en Russie,
en Grande-Bretagne et aux États-Unis, c'est qu'ils ont fait élire des États forts. Pas comme ça. Oui. Je ne répondrai pas comme ça. C'est une question. C'était une question que vous posiez, mais je pense qu'on est aussi à un moment où on assiste à une crise de l'engagement individuel, de l'engagement collectif. Et je pense que c'est un des sujets sur lesquels on doit beaucoup travailler, parce que la façon dont la démocratie peut sortir renforcée de toute cette période extrêmement troublée, c'est si chacun à notre place, avec la capacité que nous avons à entrer dans l'engagement, qu'il soit politique, qu'il soit écologique, qu'il soit social, sociétal. Je crois que c'est ça qui peut nous aider à retrouver notre colonne vertébrale commune, et pas forcément un État fort. Oui, et alors qu'on avait vu des enquêtes d'opinion, c'était aussi une aspiration visiblement des Français. Il y avait un pourcentage assez étonnant quand on avait posé la question. Le chiffre le plus important, c'est les Français veulent un chef fort qui remette de l'ordre. C'est la première envie. Oui. Mais c'est vrai que de ce point de vue-là, vous dites un peu plus d'engagement, mais il est vrai aussi que les institutions, et Emmanuel Macron, c'est à mettre à son crédit, avait annoncé une réforme constitutionnelle des institutions. Il a, avec l'affaire Benalla, pas pu engager son affaire. Et résultat, le fameux millefeuille administratif dénoncé par Nicolas Sarkozy en son temps est toujours le même. Et donc, plus personne ne s'y retrouve, entre les maires, entre les conseillers départementaux, entre les présidents de communautés de communes, etc. Alors que la réforme constitutionnelle était structurante. Énormément d'argent aux contribuables. Juste une dernière information qui nous vient de l'UNSA, qui fait un communiqué. La grève est suspendue à partir de lundi sur une majorité des lignes de métro. Alors qu'on a vu quand même que ces derniers jours, ça s'était franchement amélioré. On s'achemine, selon vous, vers un retour à la normale ou pas ? J'ai commencé en disant que la radicalisation à laquelle on assiste depuis quelques jours est directement indexée sur l'échec, parce que c'est un échec, de la mobilisation des grévistes à la SNCF. Mais est-ce que c'est un échec ? Parce qu'ils ont obtenu pas mal. Même les cheminots ont obtenu pas mal quand même. Donc est-ce qu'on peut parler d'échec ? La seule chose qu'ils n'ont pas obtenue, c'est le retrait du projet de loi. C'était ça l'objet de leur mobilisation. Ils ne l'ont pas obtenu. C'était l'objet de la mobilisation de Sud, CGT, FO, par exemple, pas de l'UNSA, par exemple. Non, mais l'intersyndicale Et on ne peut pas mélanger SNCF et RATP, ce n'est pas les mêmes. Mais les militants de l'UNSA qui n'ont pas suivi leur direction en continuant à faire grève pendant les fêtes de Noël, eux, les militants de base de l'UNSA, voulaient le retrait du projet de loi. Donc l'échec, il est là, c'est que effectivement, maintenant le pourcentage de grévistes à la SNCF depuis le début janvier et à la RATP depuis une semaine, il est devenu très faible. Et manifestement, ils n'ont pas réussi à relancer la mécanique de blocage du pays. Et donc, ils essayent de procéder autrement avec des exactions et des choses qui sont totalement inacceptables, comme à la CFDT hier. Et voilà, et donc on est peut-être il faut s'attendre à d'autres actions comme celle de cette fin de semaine, peut-être. Oui, toute la semaine, puisque la semaine qui vient est très importante, puisque ça va être enfin la présentation du projet de loi, l'adoption en Conseil ministre du projet de loi. L'intersyndicale a annoncé d'ailleurs une journée d'action ce jour-là, donc c'est vendredi. Mais également, sans qu'on sache évidemment comment, des actions coup de poing qui sont attendues tout au long de la semaine. En fait, il y a deux choix pour les syndicats. Soit les syndicats, notamment FO et CGT, continuent à s'opposer globalement et demandent un retrait. Ils n'obtiendront pas le retrait, donc du coup, il y aura une forme de radicalisation qui va se poursuivre en semaine ou les samedis avec les Gilets jaunes. Soit le deuxième choix qu'ils ont, c'est commencer à avancer sur des revendications précises et essayer de contraindre le gouvernement à reculer sur certains points précis. Et là, ils ont une possibilité de relancer la mobilisation s'ils arrivent à trouver des angles d'attaque et des sujets sur lesquels ils souhaitent avancer. Oui, mais ça, c'est possible. Ça, c'est possible. Relancer la mobilisation, c'est possible. Ça dépend de Verrier et de Martinez. Ouais. Et par quelques bouts que vous preniez le sujet, ça veut dire quand même que l'actualité de notre pays reste durablement liée aux capacités d'opération de coup de poing, de manifestation. Donc on voit que c'est quand même pas quelque chose d'extrêmement positif pour le pays. Non, notamment Martinez peut poser une question qui est centrale, c'est la question de qu'est-ce que c'est qu'une carrière complète. Philippe Martinez, il y a tout juste une semaine, pour la CGT, effectivement, il a posé la question, il dit « je ne comprends pas les réponses, c'est flou ». Là, il y a de véritables sujets. En fait, si on prend la réforme complète qui va passer la semaine prochaine, il y a des questions auxquelles on ne sait pas. On ne sait pas comment faire pour avoir une carrière complète. Est-ce que on travaille à 25 jusqu'à 62 ou on commence à 18 jusqu'à 62 ? Oui. Personne ne sait. Et personne ne sait à ce jour. Manifestation de Gilets jaunes, donc dans les rues de Paris.